Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Plein de Super, l'émission de BD sur les encapés et autres êtres à super pouvoir. Alors, autour de la table ce soir, nous avons la mémoire de Gotham, celui qui connaît l'histoire de la famille Wayne Parker, celui qui s'y retrouve dans les origines à la fois de Donna Troy et celle de Jason Todd, c'est peu dire. C'est notre gardien du temple à nous, c'est notre majordome, c'est notre Alfred, c'est Isaac. Bonsoir Isaac. Bonsoir Jérôme. Alors je précise les origines de Donna Troy et de Jason Todd avant le New 52. En Parce plus, que oui, là, voilà, parce que là c'est facile, hein. oui, On est après je d'accord. pense que même les auteurs eux-mêmes ne savent plus ce qu'ils ont fait. Donc, voilà. Donc jusqu'ici je maîtrise. Jusque New 52, voilà. C'est déjà pas mal. La technologie n'a aucun secret pour lui. Il monte brillamment nos podcasts d'une main, il sauve la vie des PC de l'autre main, il a pu changer les notes de son bulletin quand il était au lycée. Il peut pirater le Pentagone et il pense toujours à inclure des piles quand il offre un cadeau électronique. C'est notre Lucius Fox à nous, c'est Ringside. Bonsoir Ringside. Bonsoir Jérôme, bonsoir Isaac, bonsoir à tous. Très heureux de vous Très retrouver heureux. pour arpenter les rues de Gotham City. Exactement. Voilà, comme vous l'avez compris, on va encore parler, comme si c'était horrible. On va parler de Batman pour une émission qui va faire suite en fait à notre précédente, celle qu'on avait consacrée à The Batman de Matt Reeves, sur laquelle on avait voulu parler aussi de comics, hein, puisque c'est un peu notre sacerdoce, et que on n'avait pas eu le temps parce qu'on s'était un peu lâché, hein, faut dire ce qui est. Donc ce soir, on a parlé de tout Batman au cinéma. Ouais, de tout Batman, hein, on s'est fait plaisir, donc aujourd'hui, on va s'attaquer justement à la partie BD. Et on vous a préparé une petite sélection d'histoires qui nous plaisent et qui vont couvrir une bonne vingtaine d'années de la vie éditoriale du Chevalier Noir, une vingtaine d'années assez précise, comme vous allez le voir. Et on commence tout de suite en 1986, c'est une date charnière. Et c'est notre cher Isaac qui ouvre le bal, donc en 1986. Oui, tout à fait, puisque 86 c'est l'arrivée aux commandes éditoriales de Batman de Denny O'Neil. Alors Denny O'Neil, c'est un scénariste qui, au départ, et c'est un scénariste qui avait déjà révolutionné Batman au début des années 70. Donc, on vous avait parlé là des séries télé Batman des années 60 et du film des années 60 qui était très kitsch, qui était très autoparodique et qui avait fini par en fait donner une image assez décalée en fait du héros dans le grand public. Et qui avait notamment incité aussi les comics à prendre une tournure un peu parodique. Celui qui avait remis Batman sur les rails de ce qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est voilà, un détective assez sombre, comme on l'a vu encore dans le film de Matt Reeves, c'est Denny O'Neil, accompagné au départ du dessinateur Neil Adams, mais aussi avec d'autres dessinateurs tout au long des années 70. Pour moi, et puis pour, je pense que pour vous aussi, hein, c'est sans Denny O'Neil, on n'aurait pas le Batman tel qu'on le connaît aujourd'hui. On n'aurait pas eu le Batman de Frank Miller, on n'aurait pas eu le Batman de Tim Burton, et on n'aurait pas eu le Batman qu'on a eu en bande dessinée de 86 à 2001, c'est-à-dire la période où il a été responsable des titres Batman, alors des titres Batman, Detective Comics, et puis ensuite des séries Legends of the Dark Knight et Shadow of the Bat, et puis Batman Chronicles aussi, qui ont été créés au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du succès de Batman, puisque Denny O'Neil était présent en tant que responsable éditorial, surtout pendant la sortie du film Batman de 89, dont on avait parlé aussi, de Tim Burton. Donc, gros succès. Lui, il est à la barre, il voit les tirages des titres dont il est le responsable qui explosent entre 89
et 92, c'est-à-dire entre les deux sorties Mhm. des deux films de Tim Burton. Et c'est aussi lui qui succède à deux projets qui ont été initiés au départ par Dick Giordano, qui a été prendre un petit auteur de Marvel qui s'appelle Frank Miller, qui travaillait sur Daredevil, qui lui a confié la mission de restaurer Batman, puisqu'à l'époque, les titres Batman se vendaient pas bien. Voilà, le personnage, ce que disait Dick Giordano, c'est que le personnage était hyper populaire dans les sondages, mais qu'il ne vendait pas. Donc, il comprenait pas. Il a emmené déjeuner Frank Miller un jour, et Frank Miller lui a expliqué un peu voilà, sa vision du personnage. Euh, Dans le même temps, Dick Giordano, en fait, il essaye de changer le responsable éditorial des titres Batman, donc qui à l'époque est Len Wein, et de récupérer Denny O'Neil. Denny O'Neil, qui à l'époque est également chez Marvel. Et ça se passe pas bien avec Jim Shooter, comme plein de gens. Et Denny O'Neil veut partir de Marvel. Il veut retourner, en fait, devenir scénariste. Et c'est à ce moment-là que Dick Giordano lui propose d'être aussi éditeur. Donc il va reprendre ce personnage de Batman qu'il avait écrit dans les années 70, mais à un point de vue éditorial. Donc, un point de vue éditorial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement vous choisissez les auteurs qui vont travailler sur les titres, mais aussi vous allez être responsable du héros, de la consistance du héros. Donc c'est notamment Denis O'Neill qui va ériger certaines règles euh, qui sont déjà en place, mais où il va mettre un point d'honneur à les intégrer dans les histoires avec comment dire, une explication un peu euh, psychologique. Notamment le fait que Batman n'utilise pas d'armes. Batman n'utilise pas d'armes à feu depuis les années 40, mais chez Denis O'Neill, ça va être vraiment un principe fondé sur le traumatisme initial de la perte de ses parents. Il va aussi ériger l'idée que Batman ne sait pas qui est l'assassin de ses parents. Donc ça va être la modification en 86 par rapport à ce qu'on connaissait depuis les années 40, c'est-à-dire que Batman avait attrapé en tant que Batman l'assassin de ses parents qui s'appelait Joe Chill. Denis O'Neill va profiter de Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli pour faire oublier en fait l'identité de Joe Chill. Voilà, il va ériger plusieurs règles comme ça, et puis aussi il va participer à la modification du héros et de sa famille telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, notamment avec le premier coup d'éclat de sa carrière en tant qu'éditeur, c'est la mort de Jason Todd. C'est Denis O'Neill qui décide. En fait, ce qui se passe, c'est que DC Comics vient d'avoir en fait, un numéro de téléphone. En fait, ils ont un nouveau truc publicitaire, c'est qu'ils ont un numéro de téléphone que les lecteurs peuvent appeler. Et en fait, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, Denis O'Neill a l'idée de dire, nous, on aimerait bien se débarrasser de Robin, mais voilà, on va donner le choix au lecteur. Dans une saga où le Joker finit par faire exploser une baraque dans laquelle se trouve Robin, le lecteur va pouvoir décider de l'issue de cette explosion. Est-ce que Robin y passe ou est-ce que Robin survit? Et donc, il y a deux numéros de téléphone à appeler. Les lecteurs appellent et ça se joue à 72 voix. Donc, vraiment que dalle. Et à 72 voix, Jason Todd y passe. Donc, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que Denis O'Neill, dans les années 70, lui, il écrivait Batman sans Robin. Donc c'est déjà quelque chose, ce qui était à l'époque complètement inédit, puisque Batman était avec Robin depuis les années 40, quoi, depuis 1940 jusqu'à 1969. Tous les épisodes de Batman se déroulent avec Robin en tant qu'associé. Donc, quand Denis O'Neill, dans les années 70, il écrivait Batman, il écrivait débarrassé de Robin qui est à l'université. Et il remet ça sur le tapis, voilà, il remet ça sur le tapis, et il remet ça sur le tapis notamment avec des nouveaux auteurs qui vont reprendre les titres Batman et Detective Comics. Donc juste ici, jusqu'à son arrivée, c'était Doug Munch qui écrivait les deux mensuels, avec des histoires qui se suivaient
d'un titre à l'autre. C'était un peu comme un bimensuel, quoi. Mmh. Hem, heu, Denis O'Neill arrête, cette expérience, et il décide que, il y aura les histoires de Batman et les histoires de Detective Comics avec 2 équipes artistiques différentes. Il galère un peu sur Batman pour trouver le bon scénariste. C'est-à-dire qu'on va avoir Max Allan Collins, Jim Starlin et Marv Wolfman qui vont se succéder assez vite. Sur Detective Comics, il a Mike W. Barr qui était à l'époque le scénariste de Batman et Outsiders, mais qui reste pas longtemps parce qu'il y a un problème avec notamment le dessinateur Alan Davis qui est, comment dire? Qui claque la porte après que, un dessin de couverture a été retouché, par l'édito sans lui en parler et qui passe chez Marvel. Du coup, Mike Barr, il reste quelque temps avec, Todd McFarlane, puis, il fait encore un épisode et puis il s'en va et ils sont remplacés, cette équipe artistique est remplacée par, en 87, Alan Grant et John Wagner Mmh. au scénario et Norm Breyfogle au dessin. Alors Alan Grant et John Wagner, c'est 2 scénaristes anglais qui travaillent chez 2000 AD à l'époque et qui travaillent notamment sur Judge Dredd. D'ailleurs, John Wagner, c'est le co-créateur de Judge Dredd. Ce qu'Alan Grant a expliqué, c'est que, John Wagner, lui, s'est rapidement désintéressé en fait de ce travail sur Detective Comics parce que ce qu'il voulait, c'était surtout avec Alan Grant, percer sur le marché américain et ils avaient une mini-série chez DC qui était là, en train d'être publiée, qui s'appelle Outcast et il s'est servi en fait de la publicité de son arrivée sur Detective Comics pour vendre, sa mini-série. Mais il n'était pas, intéressé pour rester. Par contre, Alan Grant, lui, ça va lui plaire en fait de travailler sur Batman et il va rester sur le personnage de 1987 à 1998, donc quasiment une dizaine d'années. Mmh mh. Hem et de 1987 à 1992, il aura le même dessinateur qui est Norm Breyfogle qui va le suivre avec lui, donc d'abord sur Detective Comics. Ils vont faire les numéros 583 à 621 avec quelques fill-in par-ci par-là. Et puis ensuite Batman 448, à 480, donc pareil avec comment dire? Des fill-in plus ou moins, voilà, de temps à autre et les premiers numéros de Shadow of the Bat, donc la série qu'il aurait confiée en 92 au moment de la sortie de Batman Returns. Parce que petit à petit, vous voyez le parcours, ils vont faire Detective Mmh. Comics, donc la série secondaire, puis Batman, la série première, puis une série complètement, voilà, créée pour le scénariste Alan Grant. Donc c'est vous dire à quel point, Mmh. cette équipe artistique va être importante, en fait, commercialement. Ce qu'il faut dire, c'est que, ils ont un dessinateur qui est Norm Breyfogle, qui pour moi, enfin pour l'avoir vécu à l'époque, avoir vu en fait les numéros sortir, à l'époque, c'était comme, c'était un séisme en fait de la même manière qu'il y a eu McFarlane sur Spider-Man. Mmh. C'est-à-dire Mmh. qu'on cassait complètement la façon de dessiner Batman telle qu'elle avait été dessinée pendant des années. Même s'il y avait eu, on peut citer Marshall Rogers par exemple, à la fin des années 70, mais c'était vraiment sur un très court, nombre Mmh. d'épisodes et puis dans une période, qui était un peu un gouffre, financier pour l'industrie et puis il y avait eu Frank Miller, mais Frank Miller, c'était vraiment sur des mini-séries à part. Frank Miller et Mazzucchelli sur Dark Knight Returns et sur Batman Year One, c'était sur des séries à part. Généralement, quand vous dessiniez Batman, que ce soit Jim Aparo, que ce soit Don Newton, que ce soit Jim Collan, vous le dessiniez comme Neil Adams le faisait au début des années 70. Mmh. Ça avait été le Mmh. dernier grand dessinateur, voilà, à imposer sa marque sur Batman. Neil Adams et puis, José Luis Garcia Lopez qui le dessinait dans le style guide de DC Comics. Il le Mmh. dessinait de façon, voilà, comme un dessin classique avec, ce qu'on appelle aujourd'hui le Batman classique, cape bleue, voilà, la musculature quand même assez bien définie, assez athlétique. Norm Breyfogle, lui, il va prendre cette espèce de Batman longiligne, mais il va lui donner un petit aspect monstrueux. Il y a un peu de Bill Sienkiewicz dans ce qu'il fait. Il y a un peu de voilà, les cases sont plus anguleuses, sont plus dynamiques, il y a des moments où en fait il utilise de la même manière que va utiliser les animateurs vont utiliser la cape de Batman, c'est-à-dire que le visage va complètement disparaître, on va plus voir que Mmh. les 2 yeux blancs. Mmh. Des fois, on voit même la bouche qui ressort de
du masque, mais on ne voit pas le reste du visage. C'est un peu, c'est pour ça que je parle aussi de McFarlane, c'est un peu ce que fait McFarlane avec Venom, par exemple. Mmh. Hem les postures, en fait, il va surtout soigner les entrées dramatiques Mmh. du héros. Donc, généralement par la fenêtre, en train de casser Mmh. une verrière ou, défoncer une porte et à chaque fois, la musculature est complètement exagérée. Mais la force de Norm Breyfogle par rapport à McFarlane, c'est que Norm Breyfogle, on sent qu'il a les bases au départ d'anatomie Mmh. et puis il dessine très bien les décors, il y a vraiment une ambiance. Et voilà, moi je trouve que les années voilà, 87 à 92, là, quand Breyfogle est sur Batman, c'est des années magnifiques en fait en termes de graphisme, avec Gotham qui prend vraiment une ampleur hyper dramatique. Enfin, la ville Mmh. devient un personnage à part entière. Ce que Alan Grant et John Wagner, et puis Alan Grant tout seul, savent bien manier aussi, c'est cette caractérisation, on va dire, sociale et politique de la ville de Gotham. Alan Grant va beaucoup jouer avec, notamment, vous avez par exemple, des personnages de SDF, qui Mmh. redeviennent récurrents. Donc ça devient un peu, des informateurs pour Batman. Un peu, là, on retrouve les racines anglaises du personnage de Batman puisque ça remonte à Sherlock Holmes, Mmh. Mmh. avec ses indices. Vous avez aussi, la façon dont, Alan Grant utilise les problèmes politiques. Donc il y a beaucoup d'histoires sur la drogue. Ça, c'est vraiment un truc Oui. Mmh. sur la trafic de drogue puisqu'à l'époque, c'est, voilà, vous avez, les États-Unis sont en pleine, je mets des gros guillemets, guerre contre la drogue. La présidence Bush s'est beaucoup marquée là-dessus. Alors, George Bush père, hein, pour les plus Mmh. jeunes. C'est avant George Bush 2. Il y avait la préquelle. Il y avait la Mmh. préquelle, il y avait George Bush qui est resté 4 ans, qui était le vice-président au départ de Ronald Reagan et qui était aussi l'ennemi juré de Homer Simpson, Ouais. Ouais. pour ceux qui connaissent les Simpsons. Et Pire tout ça pour dire président ever. ouais. Et et hem et donc ouais, il utilise la politique de l'époque. Il y a des épisodes quand même sur des djihadistes. Il y a des épisodes quand je les ai relus, je me suis dit: «Putain, il y a vraiment des épisodes qui passeraient plus aujourd'hui» parce que Mmh. comparé à aujourd'hui où, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'on peut parler de politique dans les comics ces Mmh. dernières années? Moi, ma réponse est oui, évidemment, Oui. mais S'il vous peut-être plaît. mais s'il vous plaît, essayez de le faire intelligemment et Mmh. heu comparé à l'espèce de trip grassouillet qu'on a aujourd'hui, en fait, avec des personnages, fantoches qui récitent, des logorrhées issus de Twitter. Hem, Alan Grant, il avait expliqué, en fait, la façon dont il utilisait les problèmes politiques ou problèmes sociaux ou problèmes même philosophiques ou, comment est-ce qu'il utilisait ça? Il disait: «C'est avant tout pour le faire réfléchir lui». C'est-à-dire qu'en fait, il écrit des histoires. Si on regarde bien, en fait, tous les personnages ont un point de vue, que ce soit les vilains, que ce soit les héros ou les personnages secondaires, ils ont tous un point de vue, en fait, assez, comment dire? Assez réfléchi, en fait, sur les actes qu'ils commettent. Mmh. C'est la fameuse, tradition du héros et enfin, le vilain, c'est, le héros de sa propre histoire, quoi. Mmh Mmh. mh, mmh. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à justifier ses actes. Et Alan Grant est très bon à faire la multiplicité, à écrire la multiplicité des points de vue. Et plus il explique cette multiplicité de points de vue, plus, en fait, tu réfléchis toi sur l'histoire que tu es en train de lire et sur la moralité des actions des uns et des autres, notamment de Batman, qui est montré, puisqu'à l'époque on suit Frank Miller, donc le Batman un peu obsessionnel qui vraiment a une rigidité morale à toute épreuve et qui veut faire de Gotham City son fief. Hem, heu, Alan Grant apporte une espèce de regard ironique, très anglais, puisqu'on est sur la vague aussi des auteurs anglais de la fin des années 90, et un regard qui est européen. Et donc du coup, je pense que c'est aussi moi ce qui me plaît de la même Mmh. manière que ce qui me plaît dans les films de Paul Verhoeven de l'époque, les blockbusters de Paul Verhoeven, c'est le regard d'un Européen sur la société américaine. Et ça, vous avez ça dans vous voyez bien que quand vous lisez les Batman de cette époque, vous voyez bien que Alan Grant, il vit pas, aux États-Unis. Oui. Mmh. Que
il parle des problèmes que connaissent les Américains via ce qu'ils voient en fait de la médiatisation. Et on n'est pas encore à l'époque d'Internet, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que vous voyez à la télé, hein, pour dire Mm. les choses clairement, ou ce que vous lisez dans les journaux. Et vous voyez que Alan Grant, c'est quelqu'un voilà, qui lit beaucoup. Donc il y a beaucoup de références à la culture, qui s'intéresse à la culture des États-Unis, qui s'intéresse à l'histoire des États-Unis. Il y aura des épisodes notamment sur l'esclavage, il y aura des épisodes sur l'extermination des Indiens, enfin des natifs américains. C'est quand même pas rien voilà, d'aborder ces sujets-là. Mmh. Et ce qui est très fort, et je finirai là-dessus, c'est que il y a un petit côté satirique aussi, tout en restant sur la personne, tout en présentant un Batman héroïque, il arrive toujours à faire réfléchir sur les actes et la moralité du personnage, notamment en créant, en fait, il utilise beaucoup le cliché du vigilante. C'est-à-dire que Batman, Mm. il va beaucoup combattre en fait des justiciers plus extrémistes que lui. Mm. Notamment, il va créer le personnage, et je finirai là-dessus, de Anarchy, Mm. qui est un jeune garçon fan d'anarchie, qui a lu, je pense, 1 million de fois V pour Vendetta et tous les philosophes qui ont inspiré aussi Alan Moore, et qui veut faire péter le système, quoi. Il est anticapitaliste. Et ce qui était intéressant, c'est qu'Alan Grant, en fait, quand il a créé avec Norm Breyfogle Anarchy, pensait que ça allait devenir le nouveau Robin, que ça allait être Mmh. Donc ça, c'était intéressant parce qu'il a créé un personnage voilà, de terroriste, hein, il n'y a pas d'autre mot, terroriste Ouais, ouais. anarchiste, qui devait devenir le sidekick de Batman. Bon, ils ont préféré créer Tim Drake, qui est un peu plus dans les clous, hein. Mm. Mais d'ailleurs, quand Tim Drake devient Robin, il combat Anarchy avant de Mmh. devenir Robin, quoi, dans les épisodes que Alan Grant et non Breyfogle. Et je finirai aussi sur le fait que Grant et Breyfogle ont créé aussi pas mal d'éléments du mythe Batman qu'on retrouve après, notamment le ventriloque, le ratcatcher. Donc il y a Anarchy. Ils ont créé aussi, je crois, Jeremiah Arkham, donc le Mmh. descendant du créateur d'Arkham Asylum, puisque il y a une grosse aussi, une grosse représentation de la psychologie des ennemis qu'on va retrouver aussi après dans la série animée Batman. C'était un bon tremplin. Moi, pour les avoir lus à l'époque, c'était un bon tremplin, en fait, ces épisodes-là, pour la série animée qui allait avoir lieu quelques années après. C'était un avant-goût, en fait, de ce qu'on allait avoir en animation. Donc, je C'est, conseille Alan Grant ouais, et Norm Breyfogle sur Batman. sur Batman, on en trouve, je sais pas si on en trouve encore beaucoup en France, je sais Ils qu'aux sont États-Unis, il Il y y en a a, plein dans les Batman Mythologie et les Batman Arkham, et ouais, normalement, ils vont être publiés là, les voilà. prochaines années. Je sais qu'aux États-Unis, il y a une collection qui a commencé il y a quelques Mmh. années qui s'appelle Batman il y a la Batman Dark Detective et l'autre c'est Cap Crusader qui Cap regroupe Crusader, justement ouais. cette part, Mmh. voilà, qui regroupe. Et en effet, je crois qu'en France, on va un peu compiler tout ça. Juste pour préciser un petit truc, l'arrivée de Donny O'Neill, ça correspond, si je dis pas de bêtises, aussi à donc la Crisis on Infinite Earth. Oui. Donc aussi le moment donc où DC remodèle un peu tous ces personnages et du coup Ouais. Denis O'Neill arrive à ce moment donc c'est vrai que voilà il profite de cette période pour tout rebâtir et ce qui est assez incroyable c'est de voir justement ce que tu disais bien l'espèce de montée en puissance année après année et avec les titres et puis avec l'environnement extérieur et notamment 1989. Ouais, Donc c'est on a en eu fait, toutes les étoiles étaient alignées là. voilà, c'est un peu Mm. c'est un peu ça. Ouais. Et du coup, voilà, des titres multipliés. Et donc, on arrive en 1989, donc, où sort le film Batman de Tim Burton. Donc, on vous laisse revenir sur le précédent podcast pour vous, si vous voulez vous replonger dans ce que c'était ce film et ce qu'il a représenté. Donc, un énorme boom. Et donc, en termes éditorial, ce fut donc l'occasion pour DC et Dennis O'Neil de lancer un nouveau magazine, une nouvelle revue, Legend of the Dark Knight. Le sous-titre du premier numéro, c'était la première revue avec Batman en solo depuis 1940, qui n'était pas rien. Mm. Ils mettent beaucoup de conditions pour pouvoir lancer la première, mais elle y est, hein, la première revue. Donc lancée en septembre.
septembre 89. Donc, troisième titre après Detective Comics, après Batman. Et ce titre a une particularité qui est en fait d'être une sorte de titre anthologique. Où en fait l'idée n'est pas d'avoir une équipe créative stable sur le titre, mais plutôt plusieurs équipes, voire juste un scénariste qui vient ou un seul dessinateur, le temps de quelques épisodes, le temps qu'il raconte son histoire. Donc on est sur un titre anthologique, mais dont les histoires sont dans la continuité de la série, qui vont être pris en compte, qui seront dans le canon de la série, et qui va aussi se dérouler durant les premières années de Batman. Voilà, comme ça, ce qui permet en fait d'avoir un titre sur lequel on peut compter, sur lequel on peut un peu nourrir l'univers de la série, mais qui peut en plus être lu par des personnes qui ne lisent pas Batman ou Detective Comics. Ils peuvent le prendre, voilà, sans, on va dire, en ayant malheureusement pas peur de la continuité. Et puis, c'est et je pense qu'aussi, c'est aussi l'occasion de tester des auteurs qui arrivent peu à peu, un peu de les tester sur le personnage, les tester sur des séries pour voir un peu ce qu'il veut. Parce que quand on voit un peu les personnes qui sont passées un peu dessus, il y a quand même, alors déjà, j'ai envie de dire, c'est quand même du beau monde. Mais surtout, on voit il y a des personnes déjà installées, hein. Donc, on a par exemple, on citait, hein, Munch, Mike Barr, on a Howard Shaking et Gil Kane qui font un épisode. On a Chuck Dixon, on a John Ostrander qui fait. Et puis, on a aussi des auteurs qui aujourd'hui sont quasiment installés, voire des grandes stars, mais qui à l'époque n'étaient pas trop connus. On a Mark Millar qui vient faire un petit tour pour une histoire que je trouve assez. Parmi peut-être les histoires que je préfère de lui d'ailleurs. On a Grant Morrison et Klaus Johnson pour tout une histoire que c'est Batman Gothic. On a Jim Robinson, Tim Sale, Mac Mignola. On a Warren Ellis, Garth Ennis, Dwayne McDuffie, enfin lui quand même il était déjà un peu déjà présent. Enfin voilà, c'est vraiment un beau monde, ce qui donne au titre une assez grande qualité sur les premières années. Et le premier auteur d'entre tous, premier scénariste qui a vu assaut un peu tout le monde, c'est Dennis O'Neil, hein, qui en plus donc être l'éditeur en chef, donc écrit toujours aussi bien. De ce que j'ai cru, enfin de ce que j'ai compté, je pense que c'est lui qui a écrit le plus d'épisodes sur le titre. Peut-être à égalité avec Doom Munch, mais j'ai pas compté, mais en tout cas, c'est les deux là qui alignent le plus. Et Denis O'Leary, c'est lui qui commence la série Legend of the Dark Knight avec 5 premiers numéros. Au dessin, c'est Ed Hannigan et John Beatty. Et la saga, c'est Shaman. Alors, Shaman, pour résumer très vite, donc elle se passe dans la première année de Batman, hein, mais vraiment la toute première année, les premiers jours. On pourrait même dire qu'on est quasiment dans une histoire qui est en parallèle, voire même, moi j'ai envie de dire un peu qui fusionne avec Year One. En fait, au début, alors pour ceux qui connaissent pas, on suit Bruce Wayne un peu dans son apprentissage, où il apprend un peu à traquer des gens avec un menteur. Il suit un chasseur de primes qui essaye de capturer un bandit en pleine montagne avec un temps un peu pourri. Ce qui devait arriver arriva, il se plante totalement. Il est sur le point de mourir, Bruce Wayne, et il va être sauvé par un Indien et sa fille. Et ils vont pouvoir le sauver lors d'un rituel chamanique autour duquel il va avoir carrément une expérience, une transe, hein, dans lequel il va avoir plusieurs totems, notamment le totem de la chauve-souris, lui parler. Il va s'en sortir, va revenir à Gotham et va lancer, c'est là à ce moment qu'il lance sa croisade. Et en même temps, justement, ce masque et des meurtres ont lieu. Euh, et voilà, tout ça un peu va se croiser. C'est une saga qui est passionnante. Ce que je disais, c'est voilà, ça fusionne avec Year One. Le premier épisode, en fait, reprend certaines cases, certains moments de année 1, notamment on va dire la première nuit de Bruce Wayne quand il n'est pas encore Batman et qu'il se plante, hein, il réussit pas forcément.
Il est blessé, il va être capturé par des flics, il va s'en sortir, il va revenir au manoir et là, il va avoir justement l'apparition de la chauve-souris. Et ce qui est intéressant, et c'est ça que je trouve assez fort avec, avec cette histoire, c'est que justement, il arrive à très très bien prendre année 1, et ça, c'est. Enfin, Denis O'Neill et Frank Miller, c'est un peu comme s'ils étaient en connexion ensemble hein, Mmh. quand tu les vois, toi. Enfin, et du coup, O'Neill, il va reprendre certaines, et Hannigan, hein, ils vont reprendre vraiment des passages et des cases, mais tout en apportant un angle vraiment différent. Et du coup, l'angle mystique, l'angle vraiment chamanique, hein, pour dire, avec justement ce mélange du masque. Et ils vont continuer comme ça pendant 5 épisodes avec une track, et puis avec la question, je trouve, moi, du symbole de Batman, enfin du symbole du symbole enfin, de l'image du costume et de ce qu'il va représenter face aux gens. On le voit déjà dans Year One, mais déjà dès le premier épisode de Legend of the Dark Knight, on a carrément à la fin une victime qui est sauvée par Batman, mais qui plonge totalement d'effroi face à ce qu'elle voit. C'est vraiment, enfin, c'est une saga que je trouve assez incroyable à ce niveau-là, tout en restant dans un côté, détective avec quelque chose que O'Neill aime bien, c'est-à-dire faire voyager aussi Batman. Parce qu'il va Mmh. être à Gotham, il va Mmh. repartir, il va faire plusieurs allers-retours. On est déjà dans ce que tu disais, on questionne aussi, enfin on questionne. On traite en tout cas le traitement des Indiens, puisqu'on le voit revenir dans Mmh. une réserve d'Indiens où le chaman qui lui a sauvé la vie est limite en train de mendier pour essayer de Ouais. survivre. Enfin, Mmh. il y a quelque chose qui, en plus, donc le rapport urbain de ces Indiens par rapport aussi à la misère de Gotham, il y a vraiment, c'est incroyablement dense. C'est, voilà, je trouve que ça pose déjà, alors non seulement ça pose euh, plein de choses qui vont être développées dans le temps, et qui, en plus, intelligemment, va reprendre en fait des idées, en tout cas des images du film Batman qui sort, et notamment cette scène où Vicky Vale euh, est dans le manoir Wayne et voit une armure japonaise euh, Mmh. qui est ramenée, enfin une armure japonaise, et Bruce Wayne arrive à ce moment, lui dit que c'est japonais, il l'a ramené du Japon, et on a déjà comment dire, l'emblème, enfin l'emblème, l'image du masque qui est là, et du coup le comics, la revue a vraiment la bonne idée d'être à la fois, d'arriver en fait à faire le lien, la jonction entre le comics de Miller, le Year One qui est de toute façon une base totale pour tous les 20 années qui suivent, voire les 30, et le film qui va en fait ramener tout un public qui ne connaissait pas ou qui ne connaissait plus Batman, et qui, en fait, qui redécouvre totalement ce qu'est Batman. Parce que, on le rappelle quand même, avant ça, Batman, pour plein de gens, et notamment, je pense, en France aussi, hein, Batman, Mmh. c'est la série des années 60. C'est le Batman King, c'est le Batman pop, mais c'est pas Batman, le héros urbain, c'est pas Daredevil, quoi. Mmh. Du coup, Legends of the Dark, voilà, fait ce lien, je trouve, entre les séries habituel et un film qui fait venir le public. Voilà, il fait cette transition-là, c'est un boulot assez magnifique. Je ne vais pas en dire plus que ça. Je vous le conseille, donc je pense qu'il sera traduit d'ici quelques temps, peut-être une année ou deux, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est véritablement à lire. Je ne sais pas si vous voulez en dire quelques mots. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le lien avec le film, d'autant que O'Neill expliquait que lui, il avait lu, avant le tournage du film, il avait lu le scénario de Sam Hamm. Donc Mm, en fait, il était au courant de ce qui allait avoir dans le film de Tim Burton. Et c'est lui aussi qui va écrire l'adaptation en BD du film de Tim Burton. Denis O'Neill et Jerry Ordway, ils vont réaliser le numéro One Shot mm. qui est l'adaptation BD du film. Donc ouais, je pense qu'il est totalement... lui, il est totalement légitime de toute façon, O'Neill, à l'époque, de par son poste de responsable éditorial, de par son antécédent en fait en tant que scénariste de Batman qui a complètement voilà, révolutionné le perso et remis le perso au goût du jour, le relier avec ce qu'était le Batman de départ de Bill Finger, puisque O'Neill était aussi quelqu'un qui connaissait bien Bill Finger sur la fin de sa vie, donc du coup, qui avait pu échanger avec lui.
et qui O'Neill, c'était un scénariste quand même qui était assez cultivé sur la littérature, Mmh. c'était un journaliste à la base, c'était un militant pacifiste, c'était quelqu'un d'engagé, mais c'était aussi quelqu'un qui connaissait bien les comics et qui connaissait bien les origines des comics et qui revenait toujours à la source. En fait, son idée, c'était de repartir toujours à la source du personnage, aux racines de ces personnages. Donc, Legend of the Dark Knight, même si c'est pas lui qui en était responsable comme titre, c'était Archie Goodwin, c'était Mm. un de ses potes voilà, de chez DC, mais le fait qu'il écrive la première, la première intrigue, ça montre, ouais, ça montre que il maîtrise à la fois le personnage dans sa recréation par Batman Year One, à la fois sa recréation au cinéma, et voilà, il indique le chemin à suivre pour Mm. tout ce qui va arriver après dans les années 90. C'est incroyable à quel point on est à un moment où c'est un véritable bouillon de culture, Mmh. quand quand on le voit maintenant avec le recul, à quel Mm. point tout se crée en fait, tout a l'air de se un peu de s'emboîter pour, pour encore le truc aujourd'hui, quoi. C'est ce qu'on disait avec la série animée la dernière fois, c'est qu'on ne se rendait pas compte de la chance qu'on avait en fait à l'époque, parce que ils font du si bon travail, je trouve, à l'époque dans les comics et puis ensuite dans la série animée, que tout paraît évident en fait, tout paraît facile en fait Mmh, mmh, avec mmh, mmh. des gens comme ça. Une fois que O'Neill il a mis ces trois scénaristes en place qui vont faire justement les grosses sagas, Nightfall, Contagion, Legacy, donc qui sont Doug Munch, Chuck Dixon et Alan Grant. Une fois qu'il a mis voilà, ces lieutenants en place, tout paraît évident en fait Mmh. dans le personnage et en fait on s'aperçoit que par la suite, c'est un peu Mmh. plus compliqué que ça. Mmh mh. Bah, ça a été le gardien du temple de Batman Ouais, pendant, voilà 2 décennies où, et ce thème-là du masque, le petit voyage chamanique de Batman, le fait qu'il se ça fait partie de son origine aussi et de la création du personnage. On le retrouve ça aussi, c'est dans Night's End, je crois, quand il redevient Batman après sa ouais. blessure, par Bane, où il va repasser par un voyage aussi un peu mystique comme ça en se cachant derrière le masque. Donc on voit que c'est une idée déjà qui a été posée dès le départ, qui va la tenir et qui va la récupérer, Mmh. quand il aura terminé sa grosse saga, sur la chute et le retour de Batman, aux affaires. Et C'est comme tu dis, je pense qu'on se rendait pas compte, à l'époque effectivement de l'importance d'avoir des gens comme ça qui gardent l'intégrité du personnage, tout en continuant à créer des nouvelles choses, en amenant de la nouveauté, en restant ouvert à des influences qui sont pas uniquement du comics, mais aussi, d'autres arts, d'autres cultures, de la littérature, du cinéma, et cetera, et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui s'est perdu après coup et qu'on ressent plus trop dans les comics actuels, et je pense que c'est ce qui fait la richesse de cette période, avec aussi, bah, le côté, rigueur éditoriale et feuilletonesque, qu'on retrouve de moins en moins, hein, finalement, ouais, là, tout à fait d'accord, ouais, la rigueur éditoriale et on remarquera, mais ça on l'abordera un peu plus tard, mais que quand, Grant Morrison arrive sur la série de manière, pérenne, se passe juste avant, c'est encore un voyage initiatique, un trip chamanique de Batman pour se Mmh. retrouver avant de revenir avant de revenir à Gotham. Mmh. Mais pour l'instant, on a abordé justement le cas des grandes sagas et ces grandes sagas, c'est toi, Ringside, qui voulait nous en parler avec 2 titres et bah, du coup, je te transmets le bâton pour que tu nous en parles. Le bâton du pèlerin, Le ouais, bâton du pèlerin. voilà, 2 grandes sagas, quand même radicalement différentes l'une de l'autre, puisqu'on en a une qui est vraiment, alors, il y a toujours l'héritage de Frank Miller qui traîne au-dessus de Batman pendant des années, même si, au final, la vraie influence, c'est peut-être effectivement, comme on en parle depuis le début, de Denis O'Neill. Mais il y a, une œuvre qui a marqué avec deux auteurs récurrents qui restent dans cette lignée, du Batman du début, du Batman de Year One. Donc moi, je vais vous parler de Dark Victory, qui est intitulé Amère Victoire en français. C'est une saga en 14 numéros,
donc qui a été édité entre 99 et 2000. Donc là, pour une fois, je ne vous parle pas des années 80. Hein. Elle est écrite par Jeff Lubb. C'est dessiné par Tim Sale, Gregory Wright aux couleurs, et je crois que c'était Marc Carello qui était éditeur à l'époque. Donc, Jeff Lubb, Tim Sale, ils ont travaillé sur les Challengers de l'inconnu avant d'être repérés vraiment. Ils sont fait remarquer avec des one-shots sur Batman, justement. Toujours dans ce même univers. Des one-shots qui sortaient annuellement à l'occasion d'Halloween. C'était des épisodes spéciaux, des Prestige formats, dont les histoires se déroulaient dans l'univers de Batman Year One. C'était un peu la suite, un peu la suite de Shaman ou un peu la suite de Year One, comme vous préférez. Et chaque numéro se focalisait sur un ou deux ennemis différents du bestiaire de Gotham City. Hein, il y a eu des épisodes sur le Chapelier Fou, sur Catwoman, des épisodes sur le Joker, sur le Pingouin. Ils sont publiés en 93, 94 et 95. Alors c'est des épisodes qui sont vraiment bons. Vous pouvez les retrouver aussi dans le recueil qui s'appelle Batman Haunted Night. Je pense que ça a été sorti en français, mais je sais pas le titre peut-être qui a été utilisé. Ouais, c'était, je ne sais plus non plus. OK. Bon, vous trouverez facilement. Mais ouais, il est dans la trilogie, Long Halloween, Dark Ouais, Victory et c'est Amère ça. Victoire et puis C'est pas les plus inconnus, hein, que je vous sors là. mmh. Le succès est au rendez-vous pour ces numéros spéciaux, à tel point que DC lance fin 95 une mini-série, cette fois-ci en 13 parties. Il y a de l'ambition derrière. C'est un long Halloween, ça s'appelle. Ça couvre une année dans la vie de Batman. Hein, c'était un peu ça le concept. Une année où il est à la poursuite du mystérieux tueur Holiday qui frappe uniquement pendant les fêtes. Un peu comme le Covid. Mais la série couvre aussi l'origine de Double Face. Ça revient sur l'origine de Double Face, qui avait eu une version définitive dans un annual. Je me demande si c'était pas en 89, non? Quelque chose comme ça. 90, ouais. Ouais, 90, voilà, 90, ouais. juste après, avec une magnifique Et couverture de Neal Adams. ouais. Et alors c'est Chris Prouse au dessin Ouais, Chris Poos et Andrew Elfer, au et Andrew scénariste. Elfer. Ouais, Ouais. ouais. C'est un des meilleurs épisodes, de Batman de tous les temps. C'est vrai. C'est super. Ouais. N'hésitez pas à vous le procurer. Et bien le long Halloween, ça revient sur cette origine. Tout ça imbriqué donc dans une enquête de Batman tout au début de sa carrière, qui implique aussi la mafia, les Falcon et compagnie, que vous retrouvez dans les films maintenant, et puis qu'on trouvait déjà dans Year One. La série, c'est un gros succès, et donc évidemment, DC Comics va publier une suite, toujours avec les mêmes auteurs. Et c'est la suite directe du récit qui se passe donc principalement sur la 3e, la 4e année d'activité de Batman, donc on est toujours au début. Il se concentre sur une série de meurtres réalisés cette fois-ci par le tueur au pendu, comme on l'appelle, qui joue un jeu de pendu en même temps qui tue principalement des policiers. Hein. Et il y a toute l'équipe de Gotham qui est sur le coup. Et Batman également, qui travaille avec le commissaire Gordon. C'est le début de leur grande complicité, sachant que ils sont obligés de jouer avec de faire avec le traumatisme de la perte d'Harvey Dent, hein, qui est devenu Double Face. Donc il y a un peu des tensions entre eux. Et Double Face qui est toujours en activité, puisqu'en parallèle, il y a une guerre de territoire entre les familles mafieuses Falcon et Double Face qui a définitivement vrillé Harvey Dent et qui veut continuer à prendre le contrôle de la ville. Il est au début de la saga, il est emprisonné à Arkham, mais il finit par s'évader. Donc voilà, il y a tout ce mystère autour de l'assassin du pendu, le Harvey Dent qui est dans le coup, mais aussi à un moment donné, la série va bifurquer pour nous couvrir les origines de Robin, tout simplement. C'est l'arrivée de Dick Grayson dans la vie de Bruce Wayne. Et donc voilà, c'est la globalité de cette saga. C'est en même temps une grosse enquête de Batman, un peu à l'image de ce qu'on a dans le Matt Reeves à l'heure actuelle. Et surtout, le point important, c'est l'arrivée de Robin dans la vie
de Batman, aux côtés de Batman, qui arrive un petit peu presque comme un cheveu sur la soupe au milieu de la saga. Heu, Même pas au milieu, hein, c'est peut-être même au niveau des 2 tiers, bah, on pourrait dire, voilà, ils tirent sur la corde, ils ont une Du formule qui a pendu? fonctionné. Hein? Mmh. La corde du pendu? La corde du pendu, justement. Oh! Voilà, c'est un peu, voilà, on joue la carte du commercial en usant, jusqu'au bout d'une formule qui a fonctionné, mais bon, là, pour le coup, il y a le miracle qui se produit puisqu'il y a il y a tout qui fonctionne dans la saga. L'enquête est palpitante. C'est aussi encore une fois, hyper dense puisque comme je vous le disais, donc il y a un Batman qui doit traiter, avec le trauma de la perte d'Harvey Dent. Toute cette complicité, amitié qui est en friction avec le commissaire Gordon. Il est obligé de protéger la police tout en étant un peu contre. Il y a une guerre des gangs à côté de ça qui a lieu avec aussi énormément de personnages différents dans les familles Falcon et compagnie, avec des personnages qu'on a vus, qui ont été malmenés dans la saga précédente, le long Halloween et qui reviennent avec une vengeance. Il y a Catwoman qui est là aussi avec une romance avec Bruce Wayne, d'un côté, et en même temps elle est appliquée avec les Falcons, donc c'est compliqué. De l'autre, il y a aussi cette espèce de complicité, enfin, «Viens là, je te repousse», avec Batman. Et puis, très important, l'origine de Robin qui est revisitée. Peut-être qu'on pourra faire un jour une émission sur les origines de Robin, parce qu'il y en a un paquet et généralement elles sont toujours plutôt bonnes. Dans les Robins. Et là, ça fonctionne aussi. J'adore la façon qu'ils ont eu de traiter Dick Grayson, le personnage de Dick Grayson qui Mmh. est, qui est presque un petit Bruce Wayne. On a rarement vu Mmh. quand même l'enfance de Bruce Wayne, mais je pense que ça, dans sa personnalité, ça ressemblerait à ce qu'on a là avec, il est teigneux, il veut la justice, il a déjà la mission en lui qui est il est déjà focus sur ce qu'il doit faire. On a aussi tous les vilains qui se baladent dans le décor. Alors c'est pas, il y a le Joker qui est là, il y a, l'Épouvantail, ils sont tous là, mais ils sont en train tout doucement de prendre le contrôle de la ville et de prendre le pas sur les familles mafieuses qui sont en train de s'autodétruire. Et même s'ils sont là un petit peu de manière, ça fait le décor quoi, ça quand même, ça enrichit le récit, c'est quand même très, très efficace. Il y a les dessins de Tipsel qui sont quand même, il est au top, hein. Il est dans la lignée de Frank Miller, mais quand même, c'est quand même, assez radicalement différent. Moi, je trouve il a Mmh. un côté film noir qui est quand même très marqué. Il y a un gros travail sur les couleurs aussi qui est fait. Heu, Son Batman, il est aussi, alors c'est un peu comme Breyfogle, il est aussi très massif, machin, mais il ressemble plus, je sais pas, on dirait un cheval, un Mustang, comme ça, le Mmh. le le Batman de Tim Sale. C'est, il y a aussi les méchants qui ont des morphologies complètement impossibles avec un Joker Ouais. qui a des dents qui ressortent, de 2 mètres comme ça. Heu, c'est visuellement, au niveau des dialogues, au niveau de l'histoire de raconter, il y a pas de fausses notes. Hem, c'est voilà, le suspense. Je trouve que la caractérisation des personnages, elle vise juste. C'est très dense parce qu'il y a énormément de personnages, donc on s'ennuie jamais, ça se répète pas. Heu, Clairement, ça a pas vieilli, hein, que ce soit au niveau des dessins, au Mmh. niveau des dialogues, du rythme, de l'efficacité. Heu, voilà, moi je trouve que quelque part à leur niveau, alors je suis pas du tout un fan, absolu de Jeff Lobb ou bah, j'aime bon, Team Cell, j'ai rien contre honnêtement, mais les autres choses qu'ils ont pu produire, par exemple chez Marvel, j'ai jamais été très convaincu. Mmh. Il y a beaucoup de scénarios de Jeff Lobb, de passage sur des séries, bah, surtout à la Marvel, clairement j'ai pas trouvé ça top. Voilà, je suis pas un grand fan de Hush non plus, de Silence en français. Mais je trouve que toute sur cette saga-là, ils ont vraiment, voilà, ça les a transcendés et je présente tout simplement, je pense, la meilleure œuvre, qu'ils ont jamais pu créer. Et c'est ça aussi la magie des comics, c'est que, et surtout sur Batman, c'est souvent que là que les auteurs présentent leur meilleur boulot. Et là, du coup, ça fait mouche. Et voilà, dans la création de l'univers, dans la façon de poser le personnage de Batman, Catwoman,
Robin, même le commissaire Gordon, tout l'univers, je pense qu'ils ont fait un travail qui est quand même assez comparable, à ce qu'a fait Paul Dini et Bruce Timm sur la série, animée. Un espèce de Batman définitif comme ça, avec un Gotham un petit peu définitif et quelque chose qui est iconique et voilà, si on doit présenter un Batman, on peut présenter celui-là, par exemple, on sera à peu Mmh. près on touchera juste, quoi Tu et m'as bien donné envie de le relire en tout cas. voilà. Ouais, et puis c'est l'inspiration principale, on le voit, de Matt Reeves Ouais. Ouais. dans le dernier film. C'est clairement, Mmh mh. enfin les 2 grosses influences qu'on voit enfin qui sont vraiment présentes telles quelles, c'est, Batman Year One et Jeff Lubb parce que, tu vois, tu as l'enquête qui se déroule, alors c'est pas sur 1 an, mais c'est sur 7 jours. Le Mmh. fait que les frics commencent à prendre le pas sur les mafieux, la Mmh. relation avec Catwoman, moi je ne serais pas surpris que dans le deuxième, on nous fasse l'arrivée de Robin de la même manière qu'il y a eu, Ouais. Mmh. Dark Mmh. Victory, parce que la C'est façon ça. dont il essaye de résoudre l'enquête du pendu dans celui-là et enfin du bourreau, le Hangman dans le Dark Victory et puis le Holiday dans Long Halloween, c'est le même déroulement que dans Enquête le Exactement. Riddler Mmh. dans The Batman, quoi. Ouais. C'est pour ça que Ouais, c'est quand même très intelligent quand tu fais un film d'essayer de taper sur, ce type de production parce que tu Oui, as parce quelque que chose qui est ouais, Nolan qui va avait se déjà tenir. repris des éléments, il avait repris notamment, ouais, la déchéance de Harvey Dent, oui. Mmh. Par ouais, contre, il était pas du tout dans l'idée de cette espèce de transition de la famille, de l'aspect mafia ouais, à une Mmh. galerie de frics ou qui prendrait le pouvoir sur ouais, ouais, Gotham. C'est ouais, vrai que Ouais. ça, c'était intéressant, ce qui est mais tu as des toujours scènes, intéressant. par contre visuelles qui sont repris. Moi, j'ai relu Long Halloween et notamment, le paquet d'argent, le paquet de billets Mmh. verts, dans un entrepôt. Ouais. Tu l'as dans Long Halloween, tu l'as dans le Dark Knight. Mmh. La scène où ils sont sur le toit et tu as la caméra qui Mmh. tourne autour de Batman, Gordon et Harvey Dent dans The Dark Knight, c'est repris, Mmh, 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 mmh. Mmh. de Long Halloween. D'ailleurs, Ouais, Christopher Nolan, il a fait une préface pour une des rééditions de la mini-série, donc ouais, Mmh. c'est clairement mmh, mmh. Vraiment un gros titre marquant. Mmh. ça a inspiré, les 2 dernières adaptations, on va dire, Ouais, Ouais. cinématographiques, Bah, ouais. Ouais, ouais. du héros, totalement. quoi. Mmh. Et voilà, tout ça juste pour ajouter qu'il y a encore une suite, derrière, mais Mmh. qui tourne, avec a Catwoman en héroïne, hein, c'est Catwoman When in Rome, Catwoman à Rome, Mmh. Il vient de qui est très bien ressortir en aussi. France. Ouais, Ouais. qui se passe en même temps que Dark Victory, puisque Catwoman va s'éclipser à un moment donné pour, gérer son petit business à elle et c'est ce qu'on retrouvera dans la mini-série là qui est aussi, Je crois que c'est de très bonne facture. je crois que c'est Ouais. Batman d'ombre et de lumière, Oui, 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 c'est ça, l'album, maintenant que tu Voilà, redis le voilà. ça titre, doit ouais, être c'est ça. ça. Mmh. Et en Ça, vous effet et pouvez donc vous ouais, acheter tout, hein, voilà, Ouais, les 3 albums mmh, sont sont tous dispo. Catwoman donc sont ouais, vient ouais, d'être sont dispo et réédité. puis c'est super accessible effectivement, Ouais, mmh, Ça, c'est le genre d'album que tu prêtes à quelqu'un qui veut commencer les c'est ça. comics parce que mmh. Ouais, ouais, ils ouais, sont totalement, ouais. totalement. Moi, Autre ouais, j'ai toujours eu un petit bémol sur les fins d'enquête dans Long Halloween et dans Dark Victory, Mmh. mais je trouve que Jeff Lubb dans les résolutions d'enquête, il est moins bon que dans le déroulement, mais à la relecture, tu Ouais, passes passer la outre, quoi. déception de la première lecture, moi, c'était Ouais, plus tu sur Long ouais. Halloween que j'avais été Ouais, parce que Long Halloween, c'est j'avais été vraiment à la déçu. fin, ouais, Mmh. ouais, ouais. Tu Mais comme il y a l'impression beaucoup plus que de choses quelque part dans le Dark ouais, Victory, la mmh. ça passe résolution, mieux. même qui est Non, un puis peu plus l'arrivée fermée, de Robin est vraiment bien. Enfin, c'est, ouais, le et c'est ce c'est que ce qui tu fait dis, la c'est que différence, je pense. Mmh. ouais, ils ont fait, 4 ou 5 origines avant d'arriver à celle-là, heu, parce que le post Year One, l'arrivée de Dick Grayson, ils l'ont réécrite, Ouais, à chaque fois qu'il y une avait un paire de scénariste qui fois. Oui, s'intéressait à Mmh. Dick Grayson, il remettait, c'est ça. l'origine C'était sur le le truc tapis, donc ouais. c'était le truc à faire pour essayer de se Mmh. démarquer. Ouais, mais ça prouve encore que Donny O'Neill, il a un problème avec Robin, quoi. Enfin, Ouais. jusqu'à Tim Drake, Mmh. Ouais, Mmh. voilà, il a fallu lui prouver, en fait, les auteurs ont dû lui prouver qu'un Robin pouvait fonctionner, quoi. ouais, Mmh. ouais, non, c'est clair.
Mais ça ne l'a pas Euh, empêché de créer voilà, un Robin qui est resté, pendant ouais, des années. Mmh. Comme quoi, quand tu as comme des quoi il peut gens, changer. ouais, Compétent. intelligents, Ouais, ouais et compétents, aux commandes, tout ça est passe. possible. Mmh. Autre crossover dont tu voulais nous parler, peut-être moins connu, encore aujourd'hui, même s'il avait été publié en France au début des années 2000, il me semble, hein, tu me corrigeras si je me Mmh. trompe, c'est Wargame. War Games. Ouais, effectivement, donc pareil, hein, on est dans les années 2000, hein, et cetera. Je vais vous me donner l'année exacte dès que j'aurai retrouvé mes fiches. 2004 à 2005, ça a été, publié précisément. Alors, je parle sous l'autorité d'Isaac, mais il me semble que Denis O'Neill n'est plus éditeur à ce moment-là. Ah oui, je crois que c'est Bob Schreck. C'est ça, hein, Si je on est dis si je dis passé, pas de bêtises, c'est soit Bob Schreck, soit Mike Martz. Je crois voilà. que c'est encore Bob Schreck. Donc je vais pas Donc vous mentir, c'est pas la plus grande aventure de Batman, mais je voulais vous sortir quelque chose d'un petit peu moins connu, sortir un petit peu Mmh. des sentiers battus. Alors, Wargame, c'est un gros crossover des Mmh. familles qui démarre dans le Batman à 12 centimes, hein, un Batman pas très cher, le 12 Cent Adventure, numéro 1, qui avait dû sortir à l'époque d'une journée du Batman ou une journée du comics. Et ensuite, ça traverse toutes les séries Detective Comics 797 à 800, Batman Legends of the Dark Knight 182 à 183. Alors, c'est une période où, effectivement, Legends of the Dark Knight fait partie des crossovers. Mmh. Voilà, on n'a pas d'histoire d'anthologie dans ces cas-là, on rentre dans le giron. Nightwing 96 à 98, Batman Gotham Knights 56 à 58, Robin, le volume 4, 129 à 131. Batgirl 55 à 56, ou peut-être 57 plutôt. 34 à 36 pour Catwoman et le Batman 631 à 634. Avec toute une pléthore de scénaristes et de dessinateurs. Aujourd'hui, la plupart disparus. Edgy Lieberman, Bill Millingham, quand même, que vous connaissez pour Fable. Anderson Gabrish, tombé au champ d'honneur. Devin Grayson, Dylan Orox, Ed Brubaker et un petit passage de Greg Rucka. Et au dessin, pareil, plein de dessinateurs. Je sais pas s'ils ont fait tout ce que. Ouais, j'en ai quand même que j'ai revu un peu après. Raymond Bax, Pete Woods, Brad Walker, Mike Lilly, Shane Phillips, Giuseppe Camuncoli, John Proctor, Thomas Derenick, le célèbre Kinsoon, Paul Lee et le vétéran Paul Gulassi quand même, avec C'est des vrai. dessins tout Mmh. en cinémascope. Paul Gulassi, il est sur Catwoman avec Ed Brubaker. Ouais. Bon, petit aparté, c'est la meilleure période de Catwoman ever, hein, je pense. Le run de Brubaker Ouais, Brubaker, et c'est compagnie. super, ouais. Mmh. 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 Ah ouais. Bah, d'ailleurs, là Euh, encore, inspiration Mmh. pour, la Ouais. Catwoman ouais, qu'on a dans clairement. Euh, Reeves, ouais. On Ouais. est, on est dans ce qui a inspiré le film de Matt Reeves. Donc, qu'est-ce que c'est Wargames? Eh ben, c'est une guerre des gangs, encore une fois, dans Gotham City. Ça raconte la prise de pouvoir de la pègre par un ennemi de Batman qu'on croyait disparu. Une époque compliquée pour Batman, qui, depuis plusieurs années, hein, sous l'égide de Denis O'Neill, hein, notamment, il est toujours entouré de sa petite armée. Mais là, quand le récit démarre, c'est plus compliqué pour lui, puisque par exemple, Tim Drake a abandonné le rôle de Robin pour respecter une parole, une promesse faite à son père. Il a été brièvement remplacé à son insu par son ancienne petite amie, spoiler, alias Stephanie Brown, une apprentie justicière, la fille d'un vilain de 3e zone, le Clowmaster, non? C'est ça comme ça qu'il s'appelle? Ouais, ouais. Ouais. Elle vient d'être virée par Batman, parce que finalement elle était pas au niveau et elle tente de se racheter à ses yeux en mettant en action, un des fameux plans d'urgence de Batman. Ce qu'on a appris, dans la JLA de Grant Morrison. Ah non, c'est sous Mark Waid. Ouais, Dis Mark pas de Waid, ouais. conneries. Ouais. Babel Tower, Tower Ouais. of Babel.
que Batman a des plans dans tous les cas, hein, quoi qu'il arrive. Si vraiment c'est la merde, par exemple, il y aurait eu l'attaque en Ukraine et il aurait trouvé quelque chose à Il aurait faire, lui. trouvé le truc. Voilà, il Il a avait un une plan contre solution. Poutine. Voilà. Voilà, donc avant de partir, Stephanie Brown, la spoiler, elle a piqué un de ses plans de guerre qu'il a chipé dans la Batcave. C'est un plan qui consiste à rassembler les gangs de Gotham sous le leadership de l'homme chauve-souris si un jour, effectivement, ça part en cacahuète au niveau des gangs de rue. Et le point de départ de ce plan, c'est l'organisation d'un espèce de powwow, une rencontre au sommet entre tous les chefs de gang, réunion lors de laquelle devrait s'imposer l'homme de paille de Batman, la taupe qu'il a dans le milieu criminel, un certain Matchiz Malone. Mais voilà, si vous suivez Batman, vous savez. Mais elle ne sait pas, la pauvre Stéphanie, c'est que Batman et Matchiz Malone, c'est la même personne. Et du coup, comme elle fait son plan en scred, Matchiz Malone, il se pointe pas du tout au rendez-vous. Et évidemment, comme vous mettez plein de chefs de gang avec leur garde du corps les uns autour de les autres dans une réunion où on ne sait pas qui c'est qui les a appelés, ça dégénère en règlement de compte à hockey choral. Tous les principaux leaders des gangs sont dézingués. Et ensuite, c'est les représailles qui vont pas tarder, ce qui va générer une énorme guerre des gangs dans les rues de Gotham. Surtout que toutes les barrières sont franchies, personne ne respecte les règles, on va s'attaquer aux familles du gang, les enfants, les filles, normalement c'est hors limite, mais pour cette fois-ci, tout déraille. Et Batman, il va devoir appeler des renforts, mais malheureusement, toutes ses forces sont un peu éparpillées. Il reste guère plus que Oracle, donc Barbara Gordon qui joue toujours, comment dire, les renseignements, hein, voilà, elle fait la communication entre les différents agents de Batman. C'est à l'époque où Batman est censé être un petit peu un colonel de guerre, c'est après No Man's Land, etc. Il a toujours sa petite armée, mais là, par exemple, les filles de Birds of Prey ne sont pas là, elles sont pas disponibles. Nightwing, il est impliqué dans le meurtre de Blockbuster du côté de Blüdhaven et du coup, il est pas au top de sa forme. Il est un peu travaillé, d'ailleurs, il transpire beaucoup. On les dessine avec des grosses gouttes sur son visage pour montrer qu'il est torturé. Hem et donc Robin n'est plus Robin. Il y a guère que Cassandra Cain, la Batgirl de No Man's Land, qui est là. Mais bon, elle a pas vraiment été formée par Batman, donc euh, bon, elle suivra les ordres jusqu'au bout. Mais quelque part, c'est un peu cette histoire, c'est un peu une des grosses défaites de Batman. Alors, c'est une grosse saga mainstream. C'est très violent. Il y a un Batman qui est poussé dans ses derniers retranchements parce qu'en fait, il se combat lui-même. Il met un certain temps à comprendre qu'il est en train d'affronter son propre plan. Et en parallèle, il y a aussi un ennemi. J'ai pas envie de spoiler le personnage qui agit dans l'ombre, mais il y a un ennemi qui a une longueur d'avance sur lui, voilà, qui vient pour prendre le contrôle de la PEC de Gotham. Et il va y arriver à la fin de la saga. C'est une saga qui va bouger le statu quo. Voilà, on a souvent des gros crossovers qui servent à rien. Là, pour le coup, il y avait une volonté de faire bouger les choses. Et à la fin, Batman, il se retrouve quasiment seul. Il y a la police qui s'est retournée contre lui. Désormais, on tire à vue sur les justiciers masqués. Parce que c'est aussi une époque où le commissaire Gordon n'est plus commissaire de Gotham. Mmh. Il s'est retiré. Donc voilà, Batman, il se retrouve un peu en slip à la fin. Nightwing est blessé. Tim Drake, il reprend un peu du service pendant la saga parce que c'est vraiment le bordel, mais il se retirera un petit peu après. Il va y avoir un gros drame à la fin de la série. Hem et et c'est ce qui fait, je trouve, que la saga fonctionne, c'est-à-dire que c'est pas une série qui laissera pas d'impact derrière. Sachant qu'à suivre ça mensuellement, c'était quand même assez haletant parce que, clairement le Batman il avait un peu du plomb dans l'aile, il était devancé sur tout. Et effectivement, on a cette guerre urbaine dans Gotham avec, des tonnes de morts. Il y a les cadavres qui s'amoncellent, c'est un sacré bordel. Ça se termine sur il y a des scènes assez, quand même assez dures de torture au niveau de Stephanie Brown qui se retrouvera dans, alors ça, c'est pas les passages les plus sympas, ça va un peu loin dans le délire. Hem, mais
pour moi, c'était pas gagné quand j'avais lu cette saga parce qu'effectivement, on sort après toute la décennie de Denis O'Neil sur le titre avec des scénaristes comme Chuck Dixon, Alan Grant, on en a parlé, Doug Moench qui faisait du très bon boulot. Je crois qu'après, peut-être, on avait eu Brubaker Greg Rucka. et Greg Rucka. comment Greg Rucka, voilà, qui avait fait aussi des très bons épisodes. Donc franchement, moi je partais perdant en lisant ces sagas-là et j'étais agréablement surpris à l'époque de voir encore la rigueur éditoriale où tout se suit. Ça se répète pas, c'est haletant et puis derrière il y a quelque chose qui se passe. Quand la saga est terminée, il y a tout le statu quo qui a bougé. Et voilà, et pour moi, en quelque sorte, cette saga-là, c'est un peu le chant du cygne du Batman post-Crisis. C'est peut-être le dernier sursaut avant bon, après, il y aura Grant Morrison, hein, évidemment, qui va arriver sur le titre. Il y aura encore la série, la saga Under the Hood, qui sera à mes yeux pas mal aussi. Mais c'est la dernière fois qu'on restera avec cette mythologie du Batman post-Crisis. Parce que de toute façon, Grant Morrison, il va quand même ramener un petit peu tout ce qui se passait avant Denis O'Neil, avant Crisis, hein. Il va ramener beaucoup de choses, beaucoup de thèmes qu'on avait complètement oubliés. Il va déterrer ce qui se faisait dans les années 60-70. Ça sera beaucoup plus psychédélique, beaucoup plus. C'est tout à fait un autre délire. Mais voilà, c'est la dernière fois à mes yeux où on avait encore ce Batman qui est lié à l'ère post-Crisis. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais quand même super enthousiaste, jusqu'à ce que tout se casse la gueule, hein, évidemment, avec Identity Crisis, Final Crisis et des trucs comme ça. Ouais, mais Hem, tout le milieu. voilà. Voilà, je voulais en parler parce que, des fois, il faut aller dans les comics. Moi, j'aime le côté, feuilleton, genre, je le dis souvent et j'aime le côté mainstream aussi et je pense que des fois, il faut pas hésiter à aller taper dans des trucs un peu plus obscurs. Heu, il y a toujours de la qualité, du moins jusqu'à la fin des années, je sais pas, 2005, quelque chose comme ça. C'est quand qu'ils ont tout caché, après New 52, quoi. Voilà, faut pas hésiter à aller puiser dans des sagas un peu moins connues avec des auteurs pas forcément, voilà, comme je vous disais, tous ces auteurs-là, ils sont quasiment oubliés à part Brubaker Mmh. et Rucka. Il y a plein de dessinateurs aussi que je trouve qui auraient pu avoir de l'avenir, là, les Mike Lilley, les choses comme ça. Mais voilà, je pense que c'était voilà, le dernier soubresaut, avant qu'on parte dans une espèce de nouvelle ère qui est plus basée sur, un grand auteur qui fait sa grosse saga. Et soit il a les Mmh. mains libres, il fait ce qu'il veut, c'est gagné, soit, on s'engueule avec lui, il part au milieu et puis on passe sur autre chose et puis tant pis, quoi. Mais voilà, c'était pour moi, c'est pour ça que je voulais en parler, c'était le chant du cygne un petit peu de cette belle période post-Crisis de Batman. J'avais bien été, étonné par la fin. Alors je révèle pas pour le coup, mais sur le dessin d'un personnage, mais il était pas du tout attendu. De ce que je Mmh. me rappelle quand je l'ai lu, ouais, il y a pas longtemps quand ça Ouais, avait été édité par, Panini. ouais, c'était, Mmh. ouais, justement à l'époque édité par Panini en français et du coup ça se lisait au mois par mois Ouais, ouais, il et regroupait et tout et puis, mmh. au casque. Je sais qu'Isaac, Isaac? tu la portes pas trop dans ton cœur, mais Ouais, Vous avez entendu comme je dis rien? ouais, ah ouais. ouais, mais ce silence veut dire J'ai beaucoup. j'aime bien moi, Under the Hood par contre. Ouais, bah, je te cache pas qu'en fait, ce que je voulais Ouais, faire, c'était Under the Hood, mais je me suis trompé et c'était trop tard après. voilà. Mais non, Voilà, il mais faut savoir que c'est cette saga porte les bases pour après Under the Oui, Hood parce qu'en plus, il y a 2 tronçons en fait, enfin il y a un épilogue qui se situe entre les deux parties ouais. de Under the Hood, ouais. Mmh, Ouais, mmh, ouais. mmh. Moi j'avais bien aimé moi le retour de Jason Todd. Non, ouais, j'aime bien le début moi de War Games. J'aime bien l'idée que, ouais, le plan de Batman lui a pété, enfin l'idée que, Matchis Malone se pointe pas et tout ce Mmh, que tu as expliqué, je trouve ça assez astucieux. Et j'aime bien le fait que, ils essayent de replacer un Batman qui est en but avec les flics. mmh. Parce que ça effectivement c'était con enfin c'était
c'était assez acté pendant toute la période de Neil O'Neill que Batman et Gordon, voilà, ils ont essayé plusieurs fois de faire Batman en but avec la police, mais sans jamais y arriver vraiment parce qu'il y avait Gordon. Alors, des fois, ils mettaient Gordon sur la touche, mais tu savais que c'était pendant 6 mois. Mmh. C'est pour ça que j'aimais bien No Man's Land, parce qu'ils avaient trouvé l'astuce pour faire des histoires avec Batman H24, quoi. Mmh. Et Ouais. pas aidé constamment par les policiers. Voilà. Wargames, franchement, j'ai aucun souvenir, en fait. Je l'ai lu et je sais que j'ai pas aimé pareil les, les séquences de torture. Mais ça, c'est Ouais, il y a un côté qui allait, on voit ouais. que c'est Dan Didio qui est en train de Bah, prendre la ouais, commande Ouais, ouais. Et qu'il a beaucoup du, aimé Hostel et mmh, ouais, 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 So. Ouais, ouais. ouais. Et ça, mais par contre, tout ce que tu dis est entièrement juste sur le fait que, ouais, effectivement, c'est ça plus Under the Hood, c'est la mise en bière du Batman dont on mmh, parle, quoi, le Batman post-crisis, et que petit à petit, on va aller vers autre chose, et que, en fait, cette autre chose, il n'est pas défini, quoi. Il est défini par les scénaristes, ouais. mais que les éditos, ils calent rien à ce que. Bah, la Ça la la J'ai preuve, c'est l'impression, moi, qu'ils pigent que dalle à ce que les scénaristes veulent faire, quoi. ouais, mmh, la ça preuve, c'est le personnage de Jason Todd qui a pas évolué depuis, qu'il est revenu. Depuis Heu, Under the Hood, ouais, ils nous font voilà, ouais, Under voilà. the ça Hood. fait, 20 Ouais, ans ouais, qu'il est ouais, passé en tant que Under the Hood, quoi. ouais, ouais. Enfin, j'ai lu le Batman Les 3 Jokers, c'est la suite directe d'Under the Hood, en fait, donc Ouais, bah, parce que Geoff Johns, c'est un des rares qui se souvient qu'il y avait des ouais, comics avant 2005. voilà. Et Qui c'est un est des tellement rares qui fait des personnages qui sont encore, comment dire, caractérisés comme on les connaissait, quoi. Et Mmh, pas juste des costumes, quoi. mmh, justement. Et qui parlent selon ce que le scénariste a envie de leur faire dire Ouais, à ce oui, oui. moment-là, en total désaccord avec ce qu'ils sont depuis 60 ans. c'est Ouais. ça. Mais ouais, ouais. Mais après, ouais, j'ai pas en fait, j'ai pas assez de souvenirs pour, ce que je sais, c'est que c'est mieux que Bruce Wayne Murderer et Bruce Wayne Fugitif. Oui. Mmh. Ça, je pense que Et je crois qu'on sera on beaucoup, sera tous d'accord pour dire que ouais. c'est quand même, le fond des crossovers, Batman, Oh putain, ouais, de exactement. cette période-là. Ouais. On arrive en 2006. Du coup, bah, c'est un peu justement ce qu'on a dit, c'est une fin d'époque et un peu pour l'ensemble de l'univers d'ici. On avait abordé d'ailleurs un peu cette question, je trouve, quand on avait parlé de Justice League International et de ces deux brillantes mini-séries qui étaient publiées en parallèle d'une énorme saga qui est Infinite Crisis. Rapidement, Infinite Crisis donc se veut une grande saga où, en fait, pour de la même manière qu'était Crisis on Infinite Earths et pour un peu rebâtir toutes les cartes. Et bah, Batman il passe aussi en fait durant toute cette saga sur laquelle je pense on consacrera une émission parce je pense il y a vraiment des trucs à dire là-dessus, sur cette saga et puis tous ses à côté. Du coup, DC va faire un bond en avant d'un an après la fin de cette saga. Ce bond en un an, cet un an, enfin cette année écoulée, on va la lire dans une mini-série qui s'appelle 52. Mais du coup, ce bond en avant va permettre un peu de repartir sur des bonnes bases sur les personnages. Et pour ce qui concerne Batman, il va être confié à un auteur, à Grant Morrison. Donc ça, Isaac va nous en parler, qui va lui arriver sur le titre Batman. Et à côté de ça, on a un autre auteur qui va arriver et qui est pas le plus inconnu aussi de tous, qui est Paul Dini. Alors Paul Dini, très rapidement, il est connu pour avoir écrit des scénarios de la série Batman animée et pas les plus inconnus. C'est le créateur de Harley Quinn. C'est lui qui va apporter une bonne dose d'humour à la série, mais un humour vraiment, vraiment particulier, une très très bonne, un très bon sens de l'écriture. Et puis bah, il s'est mis aussi à écrire des comics. Et donc en 2006, il reprend lui Detective Comics entre le numéro 821 et le 852. Bon, il y a quelques
auteurs enfin, quelques épisodes qui seront faits, écrits par d'autres. Et Dini va aussi après enchaîner avec une autre série qui sera un peu la suite de son Detective Comics, qui est Street of Gotham. Au dessin, enfin, plusieurs dessinateurs vont se succéder. Ça commence déjà avec J.H. William III, donc pour vous dire que c'est quand même pas le plus mauvais avec qui il commence. On a Don Kramer avec enfin, plusieurs épisodes qui sont vraiment pas mal. Et surtout, mon petit chouchou, moi, c'est Dustin Nguyen, qui apporte enfin, je trouve un super visuel. Donc la prestation de Dini, elle se fait en parallèle du run de Grant Morrison, et en fait, elle va être une espèce de contrepoint. Isaac va plus détailler un peu ce que représente un peu celui de Morrison, mais du coup, le contrepoint, en fait, Boltini, lui, va surtout faire d'abord des épisodes unitaires. Chaque épisode, c'est une histoire qui commence et qui se finit à la fin de l'épisode, ce qui lui permet de jongler avec plein d'idées, plein de personnages, plein de thématiques, plein de tons, hein. Le premier, c'est une enquête dans en fait, le passé un peu de fêtard, mais un peu faux fêtard de Bruce Wayne. Et puis, on va enchaîner sur d'autres épisodes, notamment un, moi, qui m'avait bien, bien marqué à l'époque, c'est Robin qui se fait capturer par le Joker, emprisonné dans la voiture que le Joker conduit, et pendant qu'ils discutent et que Robin essaie de s'échapper, le Joker, comment dire, écrase de nombreuses personnes. Super fort. Et Dini, en fait, il va quand même poser des fils rouges narratifs en se basant sur ces petits épisodes unitaires, mine de rien. C'est ce qui rend le truc intéressant. Et il va, lui, alors que Morrison, lui, va essayer en fait, d'aller dans les années 60, enfin, beaucoup plus ancien, période plus ancienne, comme souligné Ringside. Dini, lui, va récupérer la galerie classique, mais une galerie qui a un peu changé, justement, je crois. Là, je me trompe peut-être parce que j'ai un peu suivi de loin tout ce moment, mais une galerie de personnages qui a changé. Donc, on va retrouver le Riddler, Enigma, on va retrouver Harley Quinn, le Chapelier Fou qui vient faire 2-3 tours, on a Scarface, on a le Pingouin. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, avec Dini, c'est qu'il va pas du tout en faire les méchants en fait, de la série, mais plus des protagonistes, et voire même des personnages qui vont être pris à rebours. Enigma, le Riddler, chez Paul Dini, c'est pas du tout c'est le rival de Batman, mais c'est pas son ennemi. Il est devenu un détective privé. Lui et Harley sont en quête de sont réhabilités. Donc il devient un détective privé à son compte. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il joue sur la rivalité toujours entre lui face à Batman, qui il estime que c'est un gros mauvais et qui veut toujours écraser en lui montrant à quel point il est intelligent, alors que pas du tout. Et Batman qui en face veut à chaque fois le surveille. En même temps, on sent bien avec Dini il y a quand même un petit nerf qui est touché, et qui veut quand même montrer à Enigma que c'est quand même lui le meilleur. Je trouve qu'il y a une espèce de petit duel de coq très, très, très bien mené. Harley Quinn, donc, elle, est réhabilitée aussi, essaye de vivre tranquillement sa vie, mais bon, ça reste Harley Quinn. En fait, pour le coup, pour Harley Quinn, il reproduit un de ses meilleurs épisodes, justement, de la série animée Batman, où Harley Quinn sort de prison, il fout un peu la merde à son corps défendant, et c'est très drôle. Le Chapelier, donc, on se rend compte qu'il est une victime de ses propres hommes de main. Le Pingouin, lui, c'est un antagoniste, il est jamais trop derrière les coups, mais à chaque fois, on le voit avec son club, avec tout ça. Donc, Dini, il pose tout un univers avec ses personnages à lui, hein. On a aussi Zatanna, on a Hush qui, lui, va prendre beaucoup d'importance. Et du coup, ça dresse tout un univers un peu particulier, et dans lequel aussi on va un peu piocher dans le passé de Bruce Wayne, notamment avec certains personnages qu'on va découvrir du passé. Alors, alors j'ai plus son prénom, mais c'est Preston, qui est un espèce d'ami d'adolescence, d'enfance. En fait, en tout cas, en fait, un peu l'univers, le Gotha dans lequel Bruce Wayne baignait. Et mine de rien, petit à petit, Paul Dini va poser ses pions pour des très très bonnes histoires, notamment autour de Scarface, dont on va découvrir qu'il a une nouvelle personne qui le transporte et qui est lié justement à ce passé de fêtard. Et du coup, voilà, on va dresser la question on va parler de la rédemption, beaucoup de regrets aussi, notamment avec le personnage de Zatanna, plein d'aventures avec elle. Et on voit bien à quel point Dini essaye de montrer à quel point quelque chose aurait pu
une histoire d'amour aurait pu être faite entre lui et entre elle, je veux dire, et Bruce Wayne. Et en parallèle de ça, et ben, il développe toute la romance entre Bruce Wayne et Catwoman. Mm. Il y a beaucoup de jeux de faux semblants, notamment avec le Joker, avec toute une histoire autour d'un autre magicien qui est Loxia, alors qui pour moi ressemble beaucoup à Robert Smith de Cure, ou voire peut-être Neil Gaiman des fois, enfin bon, et qui joue, en fait Loxia apparaît, puis disparaît, puis on va comprendre que lors de ses disparitions, bah, c'est plus vraiment Loxia, et je trouve que d'ailleurs la révélation est très bien née, parce que quand on lit cet épisode-là, on se doute qu'il y a un loup au plein de petites idées, de concepts que je trouve totalement jubilatoires. Alors je vous en cite juste un, c'est Les Héritiers de Dupin, qui est un chat, un salon de privé, conversation, où en fait tous les grands détectives de DC se retrouvent. On a donc Batman, on a Oracle, on a Détective alors je Cheese. sais plus. Voilà, je cherchais son nom que j'adore et tout ça. Ouais. Et en plus, on a Nigma qui est le seul à pas piger que tous les autres se sont et qui se prend pour le plus péteux de tout, qui se prend pour la star, sauf qu'il a pas compris qu'à la limite, les héritiers de Lupin, c'est un truc, un espèce tu sais, de jouet que tu donnes au chien pour qu'il soit content et pour pas qu'il aille faire des conneries. Et voilà, et ça, c'est une des idées que j'ai trouvé superbe. On a donc le personnage de Loxia. Euh, Bros, Dini, et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il fait brillamment, c'est-à-dire qu'il répond à des questions que tu ne te poses pas forcément, mais qu'en fait tu trouves génial. C'est par exemple, il crée le personnage du courtier, et qui est le mec en fait qui trouve les bases pour les vilains qui ont besoin de QG et tout ça. Et en fait, tu comprends que le courtier explique qu'il a arraché quasiment tout peut-être après le No Man's Land. Et du coup, c'est lui qui dégote la fête foraine abandonnée pour le Joker, le le coin, le zoo pour Zaz, par exemple, des choses comme ça. Et voilà, ça en plus, alors l'idée en soi est très bonne, mais en plus, il n'en fait pas qu'un gadget puisqu'il l'inclut dans des histoires assez intéressantes, notamment le courtier qui se pose la question de son métier face à des mecs comme Zaz, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. De la même manière, il y a le personnage de Mademoiselle Duffy qui au départ est qui aide le Chapelier Fou, enfin en tout cas qui est dans le gang du Chapelier Fou, et qu'on découvre en fait qui, bah, à l'instar du courtier, c'est elle qui va mettre en place tous les pièges dans les QG à chaque fois que Batman doit arriver. Donc c'est elle qui invente, qui met en place les pièges et les choses comme ça. Et c'est pareil, c'est un personnage qui donne lieu à des histoires assez fortes, enfin en tout cas très enlevées, avec vraiment plein de rythmes chez Paul Dini. Voilà, c'est vraiment bah, c'est un cycle que moi j'ai relu, j'avais lu, que j'avais adoré, que j'ai relu encore là et que je trouve passionnant parce qu'il arrive vraiment à rythmer avec des histoires courtes et qui sont quand même passionnantes de A à Z. Je repense encore une fois là avec celle de Robin dans la voiture avec Joker qui est à la fois drôle mais incroyablement tendu du slip, où le Joker arrive quand même à le manipuler et à le rendre, enfin tu crains vraiment pour la vie de Robin, hein, qui donc à ce moment c'est Tim Drake. C'est assez fort, c'est vraiment très fort. Et puis voilà, il continue à développer ses idées. Alors après, c'est Hush qui va prendre de l'importance dans l'histoire. Et pareil, bah, grâce à Hush, on va vraiment découvrir tout le passé des parents de Bruce Wayne, notamment la rencontre entre Thomas et Martha. On va découvrir beaucoup plus sur Hush, sur comment il a tué ses parents, comment il a vécu après tout le reste. Enfin, il y a vraiment tout un. Pour le coup, moi qui n'avais pas beaucoup aimé Silence, je Ouais. trouvais que Mm. comment Dini écrivait Hush, beaucoup plus intéressant, parce pareil, lui aussi, il va l'inclure enfin, il va rappeler ce passé mafieux. Et pareil, décrire aussi ce passage de quand la mafia s'écroule et que les super vilains vont prendre le pouvoir. Ouais, c'est vraiment très intéressant, et d'autant plus intéressant que Dini écrit tout ce run avec donc Morrison qui lui s'occupe véritablement de Batman et change aussi Batman en cours de route. Dini arrive vraiment, je trouve que Dini en fait est vraiment dans la rue de Morrison et prend très bien en compte dans son histoire des grands changements tels que le fait que Batman n'est plus Bruce Wayne mais Dick Grayson pendant un temps, et que euh, ce soit Damian Wayne qui devienne Robin. Voilà, c'est Mm. vraiment, moi je trouve que c'est un run vraiment passionnant. C'est un run en plus qui se lit, pour,
t'as pas vraiment envie d'aller dans du Batman sombre, mais que tu veux quand même voir quelque chose d'enlevé, de péchu, de passionnant, bah c'est vraiment, ça fait vraiment partie ouais, des histoires que j'aime beaucoup. Et pour ceux qui ont aimé le Batman de Matt Reeves, si vous voulez aller voir un Nigma assez incroyable, moi je trouve qu'il y a vraiment, j'aime beaucoup Edward Nigma dans cette série. Parce qu'on se fout de sa gueule et en même temps, il est très très bon. Mais c'est ça que j'aime chez Dini, c'est qu'il arrive à trouver toujours des bonnes idées pour un peu rafraîchir des personnages, et notamment les personnages vilains, mais sans jamais les mettre, limite, toi, plus bactères pour essayer d'en faire quelque chose d'autre. Ouais. Il trouve toujours le truc pour garder la prestance qu'ils ont, leur spécificité, et les rendre encore plus forts, quoi. Voilà un peu ce que j'avais moi à dire. C'est donc le détective comics de Paul Dini. Et donc si vous voulez le lire, c'est en 3 tomes sur Urban. C'est Paul Dini présente Batman. Mmh. Voilà. Je sais pas si vous voulez rebondir dessus avant d'attaquer le gros morceau sur Morrison. Paul Dini et Batman, ça a toujours Ouais. fonctionné du feu de Dieu, hein. Je pense que c'est un des scénaristes qui maîtrise le mieux le personnage, qui l'a mieux compris, qui a le respect pour, tout le bestiaire, d'ennemis, on sent qu'il s'amuse avec, et toujours voilà, comme tu disais, jamais dans le cynisme, jamais, il va jamais tourner en ridicule de manière à ce que le personnage soit humilié, qu'après plus personne puisse s'en servir. Il comprend sur chaque personnage quelle est l'essence, et il trouve des trucs toujours novateurs, des idées que personne n'a jamais eues, des trucs, voilà, de ce que tu parlais là, les fabricants de pièges, le courtier en base, ça c'est des idées, de génie. Donc c'est, ouais, je pense que ouais, Paul Dini, ça restera quand même un des Ouais, grands c'est scénaristes de Batman, hein, je pense, hein. Mmh. ouais, C'est clairement, un, ouais. c'est un- c'est un truc où pour le coup, ça me fait partie des regrets où quand le New 52 a enlevé justement tout ça. Mmh. Notamment, on Bah, revenait sur la fin, Batman, Bruce Wayne revenait et reprenait son histoire avec Catwoman, que je trouve qu'il écrivait très Ouais, bien, mais même tout cet aspect de Gotham un peu mélange mafieux, méchant, ouais. et puis Nigma, toi, enfin des persos où tu avais envie de dire, tiens, il y avait des trucs à encore aller. Ouais, mmh, c'est vrai que ça a été coupé dans l'élan. Mais ils auraient dû lui confier, heu, Dini, pour moi, ils auraient dû lui confier comme ils ont confié avec, Grant Morrison All-Star Superman, confier, Mmh. un All-Star Ah, Batman ouais. avec Paul ouais, ou le Dini. laisser C'est-à-dire que laisser sur un titre ad vitam aeternam, ouais, ouais, ouais. n'importe qui, tu vois ce que Être je veux dire? être Mmh, le maître d'œuvre, un peu Mmh. ouais, parce qu'il garde l'essence du personnage, mais je pense qu'il peut, heu, associer au bon dessinateur, mmh, voilà, tu sais, rendre, un travail, équivalent à ce que Morrison a fait avec Quietly, tu vois, sur All Star mmh, Mmh. Superman, une espèce de saga, ou ce qu'on a eu avec, ouais, Dark Knight Returns, ou ce que tu parlais, Long Halloween, Dark Victory, tu vois? mmh, Tu le laisses, tu laisses faire. Là, il était coincé, tu sens quand même qu'il était coincé dans Detective Comics. Moi, je trouve ça excellent, hein, mmh, parce que Detective Comics, c'est Street of Gotham, mais tu sens qu'il était coincé entre, le travail que faisait Morrison et les crossovers, à répétition. Je pense que lui, il Mmh. en avait rien à faire que mmh, Dick Grayson, devienne Batman, quoi. C'était pas du tout son D'ailleurs, il le truc met de parce que côté, hein, à ce mmh, moment-là, lui. ouais, Même ouais, s'il ouais. le traite bien, dès qu'il apparaît, Non, mais il le met de côté, et c'est la pas marque des grands scénaristes. C'est un immense mmh, scénariste, Paul Dini, parce qu'il est capable, avec, n'importe quelle idée, de trouver l'angle d'attaque, enfin, tu viens de parler de Hush, tu vois? mmh, mmh Ce mh. Tommy Elliott, il a jamais été intéressant, en dehors de ce que m'en a fait, Paul Dini, quoi. C'est, mmh, Ah, totalement. le Hush de Paul Dini, il est vraiment flippant et il est irritant. Comme, mmh, tu vois, il lui donne une vraie place, où il en fait une espèce d'Hannibal Lecter là, qui est coincé dans la Oui, tour Wayne, qui est très c'est fort, c'est hein, autre ouais, voilà, c'est autre mmh, chose que le comment dire? Que ce qu'avaient fait, Jeff Lubb et Jim Lee, où c'était juste, un outil, scénaristique, mmh, mmh mh. pour leur histoire, quoi. Et là, il a une vraie personnalité, c'est un personnage en 3 dimensions quand c'est Paul Dini Moi, qui l'écrit, quoi. ce que j'aime C'est, bien chez le Hush de Dini, c'est le fait de te le montrer,
à la fois, il se fait facilement avoir, mais de la manière dont il rebondit à chaque fois. À Ouais, chaque fois qu'il se fait Mmh. planter, à chaque fois il arrive à rebondir et c'est sa capacité à rebondir et notamment face à des ennemis, de plus en plus, durs, notamment quand il tombe sur Gendo ou des choses comme ça et il a ouais. toujours le en fait, il a en plus, c'est ce qui est paradoxal pour un mec qui s'appelle Silence, en fait, il arrive toujours avec le verbe à s'en Mais sortir ouais, Mmh. et c'est ouais, ça ouais. que je trouve Ouais, passionnant, avec lui, quoi. ouais et puis comment l'idée d'en faire, que sa chirurgie faciale, il devienne le double de Bruce Wayne. Mmh. C'est bruyant parce que du Ouais. coup, il remplace Bruce Wayne pendant que tout le monde croit que Bruce Wayne est mort. Donc, enfin, tout le monde pense que Batman est mort Mmh. et il y a quand même un Bruce Wayne à Gotham City, sauf que c'est son pire ennemi, quoi. C'est C'est hyper c'est brillant, très bien quoi, joué. dans ce que Et le ouais, pire ennemi qui est bloqué, contrôlé, enfin surveillé par qui tous est les contrôlé en super-héros. plus par, ouais, ouais. Mmh. Non, non, ouais, c'est un immense scénariste que Ouais, effectivement, ça paraît tellement évident, de lui donner les clés qu'il lui donne pas les clés donc c'est tu ça, ouais, c'est triste, c'est hein. C'est triste, hein. c'est, Mmh. Faudrait pas qu'il voilà. nous sorte un chef-d'œuvre ou Ouais, voilà, ouais, Non, c'est mais ouais. ça. un Oh là, best-seller, On ouais, qui on un risque phénomène d'avoir de un bon société, comics non? sur les ouais, voilà, Mmh. on risque d'avoir un bon ouais, comics entre les doigts, vous vous rendez pas compte, on calmez-vous, saurait hein. pas comment faire. Bon Isaac, Hem, comme tu es lancé, sur Grant on Morrison, on y va sur le gros morceau, de cette alors époque? ouais, donc, en parallèle des épisodes de Paul Dini sur Detective Comics, la série Batman elle est confiée à Grant Morrison. Grant Morrison, c'est un scénariste écossais qui démarre dans les années 80, qui passe l'Atlantique pour aller travailler chez DC Comics, qui fait des reprises de Animal Man et Doom Patrol et qui est en charge en 89 de faire un one shot qui s'appelle Arkham Asylum, peint, enfin et puis dessiné avec plein de techniques, différentes, photographie, crayonné, peinture, par Dave McKean. C'est un très bon one shot. Vraiment, Mmh. c'est, Mmh. Batman qui est, en fait les détenus d'Arkham, de l'asile d'Arkham ont pris en otage tout le personnel et demandent à ce que Batman vienne leur rendre visite et il va devoir passer en fait, ben, une nuit dans l'asile d'Arkham avec tous les vilains à ses Mmh. trousses. Dit comme ça, on a l'impression que c'est Die Hard, mais c'est traité plus comme un film de David Lynch. Mmh. C'est-à-dire que chaque Ouais, il séquence, va d'un univers à un autre. Ouais, ouais, c'est un univers un peu onirique, un peu bizarroïde. C'est très glauque. Bon, à ouais. relire, je l'ai relu et effectivement, il y a en parallèle les origines de l'asile d'Arkham et notamment le Mmh. fait que le fondateur de l'asile d'Arkham, a vu sa famille, se faire tuer par un tueur en série qu'il a ensuite électrocuté pendant des séances de thérapie. Enfin, il y a plein de choses assez, c'est pas c'est comment dire? C'était un album à l'époque qui m'impressionnait à cause du graphisme, mais à lire, en fait, c'est Mmh. assez plaisant. En fait, Mmh. il y a un humour noir qui parcourt tout l'album et puis, en plus, ça finit sur un truc que j'adore qui est les séances de thérapie, en fait, qui sont inscrites. En fait, il y a un monologue de chaque personnage, donc de Mmh. Batman, Joker, Double Face, Clayface. Et chacun se présente en fait via un monologue qu'on comprend être les dossiers, des patients d'Arkham et voilà et donc c'est le cliché maintenant habituel de: «Est-ce que Batman ne serait pas à sa place au milieu de tous ses Mmh. ennemis? Est-ce qu'il est aussi fou que ses ennemis?» Hem, la même année, enfin une année, l'année suivante, Grant Morrison écrit la deuxième saga de Legend of the Dark Knight, donc celle qui fait suite à Shaman. Qui s'appelle Gothic, donc aussi situé dans les premières années de lutte de Batman et dans laquelle, là, c'est Batman qui traque un tueur en série de mafieux, qui s'appelle Mr. Whisper. Et là, il mélange M le maudit, il mélange le nom de la rose, il mélange plein de trucs, puisqu'on s'aperçoit que le tueur en série veut créer une cathédrale, en fait, veut se servir de la Mmh. cathédrale de Gotham qui est en train d'être rénovée pour
scellé un pacte avec le diable, en fait, pour devenir immortel, avec les âmes des enfants qu'il a tués au fur et à mesure, des enfants de Gotham qu'il a tués au fur et à mesure des siècles, puisqu'il est immortel. Qu'il a été tué par les mafieux de Gotham qui l'avaient trouvé, en fait, il y a quelques années, mais il est revenu pour se venger. Enfin, il y a une histoire, c'est pareil, c'est assez glauque. Les meurtres Ouais, sont ouais. assez, Mmh. c'est pas tant graphique que ce que ça raconte, en fait. Il y a beaucoup de descriptions qui te donnent à imaginer ce qui se passe et tu es dans une ambiance vraiment d'horreur. Et voilà, donc ça, c'est les 2 premières incursions de Grant Morrison sur le personnage. La troisième incursion, ça sera complètement à l'opposé. Ça sera au milieu des années 90 dans une série qui s'appelle JLA, donc la Justice League of America, qui est reprise par, Grant Morrison. Donc c'est ce qu'on vous avait expliqué dans l'émission sur, Justice League International, c'est que Grant Morrison, quand il a repris la Ligue de Justice, il a décidé de mettre les 7 plus grands héros et de revenir un peu à, une manière de faire, proche des années 60, c'est-à-dire, des combats de super-héros et des menaces, intergalactiques, voilà, qui menacent la Terre, les héros doivent autant faire preuve de jugeote que, d'imagination dans l'utilisation de leurs pouvoirs. Et Batman, au milieu de tous ces super-héros, voilà, hyper puissants, c'est le plus intelligent, c'est celui qui a les plans de sortie, voilà, qui trouve toujours la solution. On voit pourquoi, en fait, il fait partie de la Ligue de Justice, qu'on ne comprend pas d'ailleurs dans les 2 versions du film Justice League. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Puisqu'il ne sert à rien, à part Bah, il a avoir du une pognon, quoi. Batmo une Batmobile qui se transforme en araignée, Mmh. dans ces 2 versions qui sont tout aussi nulles l'une que l'autre. Hem, donc la Justice League de Grant Morrison, on va montrer, Batman comme étant un peu le chef, de facto de l'équipe. Et quand Grant Morrison va reprendre le titre Batman en 2006, il va faire un peu la jonction entre sa version très glauque, très horrifique du début des années 90 avec, Arkham Asylum et Gothic, et la version, plus super-héroïque, plus psychédélique qu'il a créée à la fin des années 90 dans la Justice League. Et donc on a cette jonction des 2 dans, Batman, donc 655 à 683, il y a quelques fill-in, mais on s'en fout. Batman and Robin 1 à 16, Batman The Return of Bruce Wayne qui dure 6 épisodes, Batman Incorporated, donc il y a 2 séries, et les numéros spéciaux, donc Batman 700 à 702, Leviathan Strikes et le crossover Final Crisis, donc vraiment une grosse, un gros corpus, on va dire, d'œuvres, qui dure donc sur, cette année 2006-2013. Et la mission que s'est donnée Grant Morrison, c'est de faire la synthèse de toutes les périodes de, Batman. Donc de reprendre tout ce qui a été fait, là, sur la période post-crisis, donc ce qu'on a parlé, la période de Denis O'Neill, la période éditoriale, dirigée par Denis O'Neill, puis tout ce qui est arrivé après, jusqu'à War Games, que racontait, Rick Side, et de le mélanger avec ce qui se passait avant, Crisis, et notamment dans les années 50-60, où Batman combattait des extraterrestres, qui était une sorte Mmh. de sous-Superman, et d'arriver en fait à faire, comment dire, coexister ces 2 versions. Donc il va expliquer notamment que, tous les épisodes où il combattait des extraterrestres et où il allait dans des dimensions bizarroïdes ou sur des planètes, aliens, en fait, étaient le résultat de délires psychédéliques à force d'être, sujet, aux émanations de gaz, par exemple, du Joker ou de l'épouvantail ou voilà, parce que Grant Morrison a remarqué que pas mal d'ennemis de Batman utilisaient des gaz toxiques et du contrôle psychédélique, qui est notamment, beaucoup utilisé par Alan Grant dans les épisodes dont je parlais, hem, plus tôt. Et cette manière de dire, voilà, les aventures complètement folles des années 50-60, en fait, elles se sont passées dans la tête de Batman plutôt que dans la réalité, coïncide avec l'idée dans Batman Year One que Batman, a un monologue intérieur assez présent
Mmh. et qu'il écrit dans des petits carnets, notamment dans un livre noir, une idée qu'on retrouve dans le film de Matt Reeves, puisqu'on le Mmh. voit noircir des pages de carnet à chaque fois qu'il revient de mission au petit matin. Donc, l'idée du point de vue, de toute façon, l'idée du point de vue, c'est quelque chose qui parcourt toute l'œuvre de Grant Morrison, c'est-à-dire d'écrire du point de vue du personnage et d'écrire de ce que c'est d'être un personnage dans un univers comme l'univers d'ici. Parce que Grant Morrison a cette idée folle que euh, si tu veux écrire un super-héros, il faut penser aussi l'univers du super-héros. Comme si l'univers du super-héros, c'était un univers parallèle au nôtre. C'est-à-dire comme Mmh. s'il existait vraiment. Comme si les univers imaginaires, en fait, c'était simplement en fait, des portes ouvertes sur des dimensions parallèles. C'est rare que Grant Morrison prend beaucoup de drogue. Mmh. En tout cas, c'est ce qu'il dit, mais il a aussi Mmh. il a une bonne imagination. Mais en fait, c'est une idée, Mmh. moi, que je trouve super, c'est-à-dire de vraiment, enfin, d'un point de vue scénaristique, c'est même en fait super logique quand on y Mmh. pense, de se Mmh. dire dans le monde, dans l'univers de DC Comics, tout finit toujours bien. En fait, ça, Mmh. c'était par exemple une règle. Mmh. C'est-à-dire que les héros finissent toujours par l'emporter. Bah oui, parce que les comics, ils continuent. Donc forcément, Mmh. le bien a un avantage, en Ouais. fait. Le bien a un avantage sur le mal dans cette dimension. Donc ça, Mmh. voilà, comment voilà, comment tu réagis, en fait, quand tu es dans des mondes comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la storyline que développe Grant Morrison sur la première partie de son run, qui va donc de Batman jusqu'à la fin de Batman et Robin, de son travail sur Batman et Robin, donc de Batman et Robin 16, c'est que Batman est opposé au Dr. Hurt, qui est une vision démoniaque en fait de son père, de Thomas Wayne. Donc l'idée, c'est Thomas Wayne a maquillé le meurtre dans la ruelle, a fait croire qu'il était mort, mais en fait non, c'était pour débarrasser de sa femme qui de toute façon il droguait. Il participait à des orgies et il revient des années plus tard pour prendre le contrôle de la pègre de Gotham et il a mis un message, enfin il a mis un message post-hypnotique dans le cerveau de son fils pour le rendre complètement, enfin pour le rendre impuissant face à lui une fois qu'il le rencontre, avec l'aide de son groupe qui s'appelle Le Gant Noir, qui est un groupe de richissimes, c'est les Illuminati, hein. Mmh. Il y a un militaire, il y a un ecclésiastique, il y a un milliardaire, donc c'est tous les salopards hein, de notre monde qui sont réunis dans une association qui sont complètement dépravés. Donc voilà, donc ça c'est la base de son histoire. Au milieu de tout ça, il fait tuer Batman au cours du crossover Final Crisis qu'il écrit aussi. Donc Darkseid tue Batman avec des rayons Oméga, mais en fait il n'est pas mort. Darkseid tire des rayons par ses yeux et détruit Batman, mais en fait non, il a juste téléporté à l'aube des temps. Donc il est à la préhistoire et comme Batman c'est Batman, il est capable de revenir de la préhistoire jusqu'à notre époque. C'est génial. Voilà, en faisant des sauts dans le temps via bon, tout un dispositif que je vous laisse le soin de découvrir. Et pendant que Batman remonte le temps, enfin revient à notre époque, il est remplacé à Gotham par Dick Grayson, qui devient Batman. Et donc, si Dick Grayson, qui était donc le premier Robin, qui était devenu Nightwing, il a un Robin, mais c'est qui ce Robin? En fait, c'est le fils de Bruce Wayne et Talia al Ghul. Dans une histoire qui s'appelait Son of the Demon, Talia al Ghul arrivait à manipuler Bruce Wayne pour qu'il lui fasse un fils. Enfin, c'était plutôt consenti, je crois, dans Mmh. le Son of Batman. Dans Ouais. les épisodes de Grant Morrison, ils expliquent qu'elle a utilisé une potion pour un peu l'hypnotiser, pour que voilà, qu'il culbute. Et que donc on a le Ils ont droit à... utilisé on- beaucoup, à mon avis. ouais, voilà, ouais, parce que ouais, il a l'air quand même Mmh. plutôt open hein, pour Talia Mmh. al Ghul, Bruce Wayne. Mais en fait, ouais, voilà, il relie donc il relie Batman Year One, il relie
aux épisodes des années 50, aux épisodes des années 70, puisque Talia al Ghul et Ra's al Ghul, c'est les épisodes des années 70 écrits par Denis O'Neill. Mm. Et on a donc droit au fils de Batman, qui est le petit salopard, Damian Wayne, élevé par la Ligue des Assassins, qui est une tête de con, il faut bien le dire. Ça. Et donc on a un Batman tout cool, incarné par Dick Mm. Grayson, c'est-à-dire le Batman le plus stable que vous pouvez trouver Mm. sur le marché, Ouais, et le Robin le plus psychotique. voilà. Donc il renverse en plus voilà, la dynamique entre Mm. Batman et Robin, donc c'est assez drôle. Euh, Suite à ce combat contre le Dr. Hurt, ils parviennent quand même à battre le Dr. Hurt. Il y a une petite explication qui est, à mon avis, demandée par le régime éditorial pour expliquer que le Dr. Hurt n'est pas vraiment Thomas Wayne, qui moi, m'a jamais convaincu, mais bon, on va dire que ça marche. Et Bruce Wayne décide à ce moment-là d'expliquer que Wayne Enterprise finance Batman depuis ses débuts. Donc c'est pour mettre un peu pour embrouiller un peu tout le milieu criminel qui commençait à se poser des questions sur les liens entre Bruce Wayne et Batman. Et on a une série qui s'appelle Batman Incorporated, dans laquelle Bruce Wayne essaye de franchiser Batman à travers le monde. C'est-à-dire que c'est Batman qui parcourt le globe pour aider les justiciers à devenir des Batman potentiels dans leur pays. Donc il y a un Batman du Japon, il y a un Batman au Mexique, il y a un Mexicain, ouais. Batman... Ouais, voilà. Et malheureusement, tout ça se prend le mur du New 52. Quand vous avez basé toute votre écriture sur le fait que vous faites une synthèse des 80 ans d'histoire publiée par DC Comics et qu'on vous dit, mais de toute façon, à partir de 2011, on se fout de ce qu'il y avait avant, eh ben vous vous retrouvez avec rien, ou à négocier en fait chaque référence au passé du héros, et donc ce qui fait un deuxième tome de Batman Incorporated que moi je trouve nettement en dessous de ce qui de ce qui était de ce que Morrison écrivait sur le personnage depuis 2006, et qui fait un final que je trouve assez décevant par rapport à ce que par rapport à ce qu'on était en droit d'attendre. D'autant qu'il avait teasé un futur dans lequel Damian Wayne prenait la place de Batman, mais du coup, en fait, tout déraillait. C'est-à-dire que c'était un Batman qui... c'est-à-dire, c'est la catastrophe, c'est-à-dire qu'on était à la fin du monde. C'était un peu Mm. comme maintenant, en fait. Mais voilà, c'est imaginer que le monde de DC Comics devienne aussi pourri que ce qu'on a dans la vraie vie, là, en ce moment. Euh, ouais, donc du coup, oui, moi je trouve ça super motivant. En plus, donc il y a cette idée de faire la synthèse de tous les éléments qui est drôle. Il y a l'idée de faire une petite critique du merchandising autour de Batman, que Bruce Wayne devient son propre mécène, et en fait met son logo partout. Il y a aussi l'idée de l'atomisation du point de vue, donc ça c'est une idée qu'on a dans toute l'œuvre de Grant Morrison, qui est que tu as une multiplicité de personnages qui commentent ce qui se passe, et en fait le point de vue en fait dans chaque épisode est super important en fait de savoir en fait qui regarde la scène, qui parle, voilà. Et le fait est que même chez Batman commence à avoir des personnalités doubles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se crée la personnalité du Batman de Zur-En-Arrh, qui est donc issu d'un vieux épisode des années 50 dans lequel Batman a des super pouvoirs sur une autre planète. Et en fait, Grant Morrison explique que c'est une personnalité de secours au cas où on déglingue Bruce Wayne. C'est-à-dire que c'est Batman sans Bruce Wayne, le Batman de Zur-En-Arrh. C'est-à-dire que c'est un Batman complètement libéré, qui a un costume multicolore et qui casse la gueule aux méchants avec une batte de baseball. Il est SDF, il est... Ouais. C'est au même moment où il y a Batmite aussi, je crois, en plus. Et Batmite est ouais, aussi une version de sa schizophrénie. Donc voilà, on le rappelle, Grant Morrison consomme de la drogue. Enfin, en tout cas, prétend qu'il consomme de la drogue maintenant. Je pense qu'il en fait beaucoup, mais que c'est quelqu'un qui est qui a beaucoup d'imagination.
Mais Ouais. du coup, ouais, voilà, du coup, c'est des épisodes assez fous, c'est très dense. Ça demande vraiment à ce que tu fasses un petit effort. D'ailleurs, il joue avec aussi la critique de, en fait, la critique portée à ses propres scénarios et surtout au fait que on a été nombreux sur Internet à l'époque à lire chaque mois les aventures écrites par Grant Morrison de Batman et à spéculer sur ce qui allait se passer Mmh. Et on avait tous faux, puisque de toute façon, les plans, les plans qui étaient prévus au départ, de toute façon, ne sont jamais arrivés Ouais. Cela dit, à bon port. je crois que c'est la dernière fois justement, il y a eu autant de spéculations, enfin de théories, de tout ça sur Batman. Oui, parce que maintenant tout le monde se fout Heu, sur la gueule pour d'autres ouais, trucs, voilà. donc Mmh. c'est pour ça, Mais c'est du coup ça. là, il y avait vraiment Ouais. une époque, il y a un truc que je Oui, puis voulais c'est dire moi surtout là-dessus. qu'à l'époque, les gens lisaient ce qu'il y avait dans les Ouais, c'est comics ce que Ouais, j'allais dire, il faut encore lire c'est et les ça. comics pour, plutôt que de se pouvoir friter les sur analyser les après. previews. Ouais, voilà, Ouais, Mmh. de exactement, se friter sur exact les previews. Ouais, 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 exactement. ouais, ouais. Et Parce il y que a un truc que maintenant, je voulais dire moi ça débat beaucoup ouais, sur les 3 pages qui sont ouais. postées 6 mois avant, et après plus personne ne lit le. Après on s'en fout quand ça sort, Mmh. mais Oui, totalement. Et ouais. moi je voulais juste dire un truc, c'est en plus il est, Morrison est en plus accompagné de super dessinateurs. Moi Mmh. j'adore, Oui. Kubert sur les épisodes de Batman, Quitely, sur les épisodes de Batman et Robin. C'est vraiment un gros régal, pour les yeux aussi, cette Ouais, ouais, période. il a été bien servi. Bon, c'est là aussi où je trouve que le final, c'est Chris Burnham qui est un Mmh, dessinateur sympathique, mais c'est vrai que c'est pas le niveau il y a quelques épisodes de Fraser Irving, par exemple, qui sont mmh. magnifiques Mmh. sur Ah le oui, Ouais. Batman et Robin, là, où il y a Gotham qui est assiégé par les poupées-troncs mmh. du professeur Pig Ah c'est et le super. Joker Ah ouais. qui fout sa zone près du manoir. J'ai rarement vu Gotham de façon aussi dantesque, en fait. Mmh, 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 mmh. J'adore le style que met Fraser Irving là, dans cette description. Et puis c'est fun. C'est surtout ça, c'est Mmh. que c'est Mmh. fun, c'est qu'il y a il y a plein d'idées. Pareil comme pour Paul Dini, il y a plein d'idées qui se basent sur d'autres, comment dire, sur une autre vision du personnage. Mais voilà, on apprend que Batman a une super fusée Mmh. Mmh. dans sa Batcave. Il y a toutes les Batmen des différentes nations. Donc on Mmh. voit cette équipe de justiciers des années qui était dans un épisode des années 50 où il y a donc le chevalier et l'écuyer d'Angleterre, il y a le mousquetaire de France, il y a le El Gaucho Mmh. du Mexique. Et ils ont chacun leur galerie de vilains. Donc en fait, il Mmh. y a des méchants. Il y a El Sombrero qui est le spécialiste des pièges mortels. Il y a Scorpiana qui dispense tous les poisons. Il y en a un qui s'appelle Johnny Caligula. C'est un ennemi du légionnaire, le Batman italien. Et c'est un mafieux genre le Joker, mais qui a une coupe au bol et puis une couronne aidez-moi, sur la couronne de Jules César qui est en laurier, Bah, à c'est ça? Laurier, Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. voilà. Et voilà, qui fait partie des méchants que le Batman de Zur-En-Arrh tabasse allègrement dans Batman Rest in Peace. Ouais, voilà, il y a plein de. Ouais, voilà, faut le lire en. Comment dire? Avec un petit avertissement qui est que on risque d'être paumé par Mmh. moment, mais Ouais. Ouais. faut se laisser porter, en fait, par Même si Mmh. la collection française réunit tout bien, parce que c'est vrai qu'en plus à l'époque, il fallait aller les chercher dans Ouais, différentes séries et tout, Mmh. et notamment la partie, entre la mort de enfin la mort de Bruce Wayne, on a la mort de Bruce Wayne dans, Final dans Crisis, Final Crisis, ouais. mais le Ouais, Mmh. qui était même pas dans pourquoi les de la titres, voilà, et ouais, ouais, le pourquoi de la mort, les épisodes 700-702 viennent plus tard, donc il ouais. fallait les replacer à ce moment-là, et j'avoue que la mini, moi, The Return of Bruce Wayne, celle-là, il faut s'accrocher. Mmh. Il y a certains Ouais, épisodes, ouais, Ouais. c'est quand même mais cela dit, bon, après l'édition française, gros groupe bien, bon, le début, tous les épisodes Batman et Robin, c'est vraiment, vraiment un ouais, gros plaisir, ouais. bah, il y a des arcs qui sont, ouais, très confusants, on va dire. Mmh.
Et il y a Mmh. des arcs qui sont plus accessibles. Ouais. Ouais, c'est vrai que le début C'est de Return of Bruce Wayne, quand c'est dans la préhistoire et qu'ils parlent tous avec un langage mmh, incompréhensible, ouais, ouais. c'est ouais, Ouais, puis c'est tu pas ce sens que j'aime le plus, mais le par contre, retour de ouais, Bruce Wayne, tu sens un petit peu que c'est la figure imposée, au milieu de la saga. Je pense qu'il aurait pu le faire juste en refaisant revenir Bruce Wayne comme ça, avec une explication en quelques cases, ou plutôt que d'avoir l'intégrer fait Ou ouais, l'intégrer en l'intégrer, ou ouais. parallèle, l'intégrer. Ouais. ouais. Là, on C'est sent Bah, dans c'est plus dans la dans l'exploitation du truc, c'est ouais, le même problème qu'il y a eu, qu'ils ont eu avec qu'ils ont fait avec Captain America, ouais. avec Mmh. le retour de Steve Rogers, pendant Ouais. que, Ouais. Bucky était Captain America là avec cette mini-série, c'est pareil, tu te dis: «Mais en fait, elle aurait dû être ça aurait dû être intégré dans la série même, quoi». Ouais, Ouais, parce ouais, que ça, c'est si des erreurs d'éditeurs, ouais, clairement, parce c'est que quand ils font des choix comme ça. si tu prends, ouais, parce qu'ils veulent faire plus de pognon, quoi. Mmh Ouais, mh. C'est-à-dire ouais, que clairement. c'est au lieu d'avoir une série où tu as une intrigue A et une intrigue B, Mmh. tu mets l'intrigue A dans une série et l'intrigue B dans une autre, Ouais. mini-série et c'est vrai que c'est dommage parce que quand tu prends, par exemple, dans Justice League, tu as Rock of Ages, Mmh. qui est l'espèce de Days of Future Past avec la Justice League, où tu as d'un côté une Justice League qui est dans le futur et l'autre une Mmh. Justice League qui est dans le présent et qui combattent 2, comment dire? 2 menaces qui sont en fait reliées, sans que Mmh. tu le saches. En fait, sans que tu découvres petit à petit que les 2 menaces sont reliées. Moi je trouve que c'est plus, divertissant d'avoir Ouais. l'aller-retour dans la même série que, Mmh. être obligé, ouais, de lire, chaque mois, même si à l'époque, franchement, j'étais à fond, hein. Mmh mh. Mmh. Entre les sorties de Batman et Robin et les sorties de Return of Bruce Wayne, moi j'étais content d'avoir, une double Ouais, dose c'est clair. de Batman de Morrison. Mais voilà, tout ça pour dire que, ouais, effectivement, il y a une très bonne édition française Mmh. Mmh. et que, tout est dans l'ordre et que, ouais, ça vaut le coup franchement, ça vaut le coup quand on a lu ce dont on parlait, déjà, avant. C'est-à-dire Mmh. Mmh. c'est si vous n'y connaissez rien, enfin, si vous avez jamais lu de Batman de votre vie, essayez plutôt Long Halloween, quoi, au départ. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, c'est vrai qu'il faut un Mais petit après, bagage avant de le prendre. si vous avez lu Long Halloween, si vous avez lu, Ah, une fois que vous avez fait heu, les classiques, les classiques, vous pouvez attaquer, ouais, mmh, le Mmh mh, vous mmh. allez avoir une vision différente. Et puis ça se relie, ça fait partie de ces sagas qui justement Mmh. se ouais. lisent à un moment où tu as un petit peu de bagage sur Batman et que tu lis même en ayant des passages un peu confus et puis que tu vas relire. Mais Grant Morrison, enfin, moi à titre personnel, c'est souvent ça avec Morrison. Une première lecture où Ouais. OK, j'ai aimé, mais je sens bien qu'il y a plein de trucs qui sont un peu passés à côté et puis, ça laisse mûrir 2, 3, 4 ans après, je vais Mmh. reprendre dedans et en fait, Mmh. pouf, là, c'est tout. Alors je dis pas tout Morrison, hein, je crois qu'il y a des trucs, ça a été une fois et ça sera peut-être pas 2, mais il y a des il y a des il y en a la série, ouais, ouais, non, clairement, c'est c'est comme le bon vin, ça vieillit bien, quoi. Mmh. Voilà, voilà. Bon, bah, je trouve qu'on a fait bien le tour. On a fait un bon On a tenu les petit temps. eh ben, écoute, c'est pas mal, je trouve, et ben, on va conclure très vite en vous disant que, bah, on avait plein d'autres choix aussi. Très rapidement, je vous donne les noms de ce qu'on avait un peu sorti. La saga No Man's Land, le Batman Black and White, Under the Hood et Gotham Central, ça c'est pour Bibi. Et puis, bah, je pense qu'on va consacrer des émissions à chacune, hein, parce que je pense que certaines méritent vraiment qu'on s'y replonge, avec envie et puis qu'on le développe bien. Du coup, bah, on se les garde pour des prochaines émissions. On vous rappelle que Plein de Super, c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, c'est aussi sur YouTube. Et puis, bah, on va se dire au revoir. Moi, je vous dis merci à vous, Isaac et Ringside. Et on se dit Si à très bientôt, avec, bah, on n'a pas encore décidé, mais on a plein d'idées encore, sous le capot. Eh bien, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que nous à l'avoir fait. Et puis, on vous souhaite, une bonne soirée, une bonne journée selon le moment où vous nous écoutez et on vous dit à très bientôt. Ciao! ciao! Ciao, bye bye.